17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM. Très heureux de vous retrouver sur l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h. 2 heures de débat intense, d'échanges, de discussions pour décrypter l'actualité. À notre micro ce soir, nous avons Latifa Cheikh, consultante, cofondatrice de Nous Demain, ex-élue, qui a écrit un merveilleux livre sur Sois une femme, ma fille, donc aux éditions... On compte auteur. Au compte auteur, très bien. Avec nous, on a Charlotte Dornella. Bonjour Charlotte. Journaliste politique, chroniqueuse, éditorialiste. Oula. Ça fait du boulot, hein. C'est incroyable. Fait du boulot, ouais. Écoutez, bienvenue sur Beurre FM. Merci. Linda Kebab, vous êtes fonctionnaire de police, syndicaliste. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. C'est bien ça? C'est ça. Écoutez, on va en revenir un petit peu sur vos livres. Et donc, nos sujets ce soir seront donc, on va revenir sur l'attaque terroriste islamiste qui a frappé notre pays le 16 octobre dernier dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Après l'ignoble assassinat de cet enseignant, Samuel Paty, perpétré par le terroriste Abdullah Anzorov. Nous avons encore beaucoup trop d'interrogations sur ces questions d'islamisme dans notre pays. Et nous allons aussi parler de l'islamisme au sein de la communauté musulmane. Cet islamisme que tout le monde dénonce avec une idéologie mortifère qui frappe aussi bien maintenant. On parle de l'islamisme au sein des écoles et on va essayer de revenir là-dessus. C'est l'actu autrement, c'est maintenant. 17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Alors, Madame Kebab, la première question que je voulais vous poser sur l'islamisme, j'avais lu un livre sur David Elon, sur je ne sais plus exactement le titre, mais il parlait de l'islamisme au sein de la police nationale. Il y avait une polémique à l'époque, je me souviens, Inch'Allah, merci Charlotte qui me reprend. Et donc, on parlait de l'islamisme au sein de la police nationale sur un événement qui s'était produit dans le 93. Quelles étaient un petit peu vos réactions sur ces allégations, ces accusations? Est-ce que ce sont des faits avérés? Comment ont réagi les institutions de la police sur cette question? L'institution, elle a eu très peu de réactions à la publication du livre. En revanche, il y a eu des réactions de la part des collègues qui étaient directement visés, notamment la PJ du 93. De reprocher notamment des barbecues avec de la viande halal. Il semblerait que les collègues aient pris l'initiative de publier un communiqué, une espèce de communiqué informel où ils dénonçaient une fake news. Alors, il y a un islamisme au sein de la police nationale, la question que tout le monde se pose, parce que comme on se pose des questions sur les écoles, avec l'événement tragique qui vient de nous arriver, est-ce qu'il y a un véritable islamisme aussi dans la police nationale? Quand on dit un islamisme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un phénomène prégnant au sein de la police? Il y a des revendications peut-être liées à l'islam communautaire. Écoutez, c'est pas présenté comme étant un phénomène présent dans la police nationale, pas plus que ça ne devrait être présent dans l'ensemble de la fonction publique. S'il y en a, et s'il y a des profils qui sont islamistes et qui sont susceptibles de porter atteinte à la sûreté nationale, il va de soi qu'on les écarte. Il y a eu d'ailleurs des révocations cette année, notamment après le drame, l'attentat à la DRPP, à la préfecture de police l'année dernière. Ça nous a posé des questions aussi. Donc il y a eu des collègues qui sont passés en conseil de discipline, il y a eu des suspensions, le temps au moins de se rendre compte si oui ou non les profils étaient considérés ou considérables comme étant islamistes. Il y a eu des révocations également, certains ont saisi le tribunal administratif, donc sur ça je ne me prononcerai pas parce que c'est suspensif, donc je ne peux pas catégoriser les personnes. Mais sur ce côté-là, pourtant je suis syndicaliste, je suis plutôt assez critique, sur ce côté-là je fais plutôt confiance à l'administration qui a pris vraiment à cœur le sujet et qui laisse peu de place à une quelconque déviance ou dérive idéologique potentiellement islamiste. Mais islamiste ou toute autre idéologie extrémiste. Oui, peut-être, oui. On a aussi des révocations des gens personnes qui adhèrent à des idées suprémacistes. Oui, c'est vrai. Oui. On en a entendu parler sur des font groupes l'objet WhatsApp, et qui doivent absolument faire l'objet aussi de révocation de toute manière. Charlotte, la question qu'on se pose, c'est que si au sein des fois de l'institution police, il y a des gens qui arrivent à s'infiltrer au sein de cette institution, donc on se dit que la police, c'est quand même une des institutions les plus régaliennes de notre pays, on peut les protéger. Est-ce que vous êtes inquiète pour notre pays aujourd'hui sur l'école? Parce qu'on a frappé, pour le coup, très fort, cette fois-ci c'était la symbolique, c'était l'enseignant. Est-ce que vous êtes véritablement inquiète sur ces questions d'islamisme? Ah oui, je suis véritablement inquiète. Il y a une chose qui m'a étonnée la semaine dernière après la décapitation de ce professeur, c'est que beaucoup de gens ont dit on a passé un cap. Je sais pas très bien ce qu'il fallait en fait. J'ai trouvé ça aussi un peu perturbant. C'est quand même la 266e, je crois, victime, et on ne parle jamais des blessés, mais il y en a probablement dont la vie est changée parfois pour le pire par tous ces attentats. Et effectivement, quand on a eu
enfants juifs attrapés par les cheveux dans une école et tués à bout portant, quand on a eu des policiers égorgés devant leur fils dans leur propre appartement, quand on a eu un policier tué au sein de la préfecture de police, quand on a eu des familles entières décimées par un camion sur la promenade de Nice, enfin je vais pas faire la liste abominable, mais je crois le Bataclan, l'hypercachère, enfin voilà, des journalistes dans leur rédaction, le cap de l'horreur était passé. Maintenant, ce qui était assez terrifiant dans le dernier attentat, et c'est pour ça que je le disais, je pense que quand on dit un cap a été passé, c'est qu'on a compris que au-delà de l'attentat et de l'acte qui est posé, il y avait une nébuleuse, il y avait des choses, il y avait des démissions, il y avait au sein de l'école, au sein des autorités. On s'est rendu compte que toutes ces personnes étaient connues finalement. On avait l'identité, ils étaient sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait d'harcèlement sur les réseaux sociaux, mais ce sont des gens qu'on connaissait. Pourquoi finalement on dit on fait confiance aux institutions, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on n'a pas protégé ce professeur? Je pense que c'est justement la question du déni qui est pour le coup extrêmement inquiétante, qui a d'abord été du déni, parfois de la peur. On avait peur en dénonçant quelque chose qui risquait, vous disiez dans la police que c'était pris en compte. Alors j'espère, et vous connaissez ça mieux que moi, mais c'est vrai qu'au moment de l'attentat de la préfecture de police, moi j'avais été extrêmement surprise, pour pas dire très inquiète, de voir le ministre de l'Intérieur à l'époque qui avait dit on va regarder les personnes qui sont pas affichées mais dénoncées, enfin c'est pas dénoncer le mot, mais sur lesquels il y a une suspicion de radicalisation. On va voir l'attribution de leurs armes, etc. Et je me suis dit, il a fallu qu'il y ait 4 policiers qui soient morts avec, pour le coup, un profil qui était connu et qui avait déjà été au moins dénoncé par certains de ses collègues, pour qu'il y ait cette réaction. Et il y a certains policiers qui expliquaient à l'époque que c'était en fait le même mouvement que partout, et on l'a vu dans l'école la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit, il y a quand même un truc bizarre, il va pas serrer la main d'une collègue, ou alors il va avoir des propos qu'on lui connaissait pas, parce que là il y avait un phénomène effectivement de mouvement dans la radicalisation de cet homme-là, et que on en parle d'abord à un collègue qui dit fais gaffe, et puis la hiérarchie qui dit oui mais vous êtes sûr, parce qu'on n'a pas envie que ça se retourne et que ça devienne une accusation soit de racisme, soit d'islamophobie, et ça on l'a vu partout. Donc c'était vrai, c'est ni vrai que dans la police, ni que vrai dans l'école. On l'a vu partout. Et là, depuis la mort de ce professeur, quand on entend tous les témoignages de profs qui disent mais enfin ça fait des années, et en fait ça on le savait, puisque en 2002 il y a un livre qui sort qui s'appelle Les territoires perdus de la République, dans lequel des profs expliquent qu'ils ne peuvent pas donner certains cours. En 2002, en 2004, un rapport commandé par le ministère de l'Éducation nationale dit la même chose. Et en fait, on a eu peur de la fameuse stigmatisation, on a eu peur d'assumer ces idées-là, et j'ai l'impression que depuis 3 jours, en fait, tout le monde est d'accord sur tout depuis 20 ans. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors, vous parlez de stigmatisation. Est-ce que aussi, il ne faut pas être prudent dans ces périodes-là, essayer de bien, peser nos mots, bien identifier le mal? J'ai l'impression qu'il y a des éditorialistes aussi qui se sont transformés en théologiens, qui viennent nous parler de... Je réponds rapidement parce que je suis parfaitement d'accord. Moi, ça fait des années que je dis, en fait, moi, je suis pas exégète du Coran. Personne me demande de l'être. Emmanuel Macron ne l'est pas non plus. Ça n'est pas son rôle. Et il se trouve que moi, je suis pas musulmane, donc je vais pas expliquer aux gens s'ils doivent croire ou pas, et ce qui relève de mon analyse ou pas des textes. Donc ça, je suis absolument d'accord. Et en fait, c'est pas notre sujet, parce que pour le coup, s'il y a bien quelque chose que je comprends parce que je l'ai, c'est qu'on puisse avoir la foi. Et je pense honnêtement que tous les débats que nous avons aujourd'hui en France, à chaque fois on nous parle de laïcité, je crois que ça n'est pas le sujet. La plupart du temps, c'est pas une question de laïcité. Pourquoi ? Parce qu'on se fiche, j'ai l'air de mon fils, c'est pas le sujet, mais on se fiche que les gens aient la foi dans tous les débats qui nous animent. C'est pas le problème d'avoir la foi qui pose problème, c'est le problème de comment est-ce qu'on réussit à vivre ensemble. Donc c'est toujours dans le domaine culturel, dans le domaine de la nourriture, dans le domaine de la manière de se vêtir, etc. Donc toutes ces questions-là concernent le domaine culturel, pas laïque en fait, et on se trompe d'armes en permanence. Alors il y a parfois des atteintes à la laïcité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse concevoir que l'exercice du pouvoir temporel n'est pas l'exercice du pouvoir religieux, c'est une véritable question, je dis pas que c'en est pas une, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui ne relèvent pas de ça, et donc là où il faut faire attention, c'est que oui, tous les Français aujourd'hui en France ont le droit le plus strict et le plus fondamental de vivre leur foi. Ça pour le coup, ça ne relève pas. On met en cause avec ce discours d'Emmanuel Macron sur le fait. Moi, j'ai trouvé le discours plutôt assez équilibré quand même d'Emmanuel Macron. Non, là c'est pas la question d'Emmanuel Macron, mais par exemple quand il dit dans son propre discours, celui sur le séparatisme cette fois-ci, d'ailleurs c'est assez
sur le séparatisme, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est culturel, que des gens veulent vivre séparément. Mais la vérité, c'est que ceux qui nous posent réellement problème, ils veulent pas tellement vivre séparément, ils veulent prendre le pouvoir dans notre espace commun à tous, en fait. On l'a bien vu. C'est là, en l'occurrence, c'était dans l'école publique. C'était intéressant parce qu'il n'y avait pas eu un mot sur l'école publique dans le discours d'Emmanuel Macron. Et la tragédie qui s'est passée était bien au cœur de l'école publique, avec effectivement des démissions au sein de l'école, des élèves impliqués, un parent d'élève qui en fait dont la fille n'était pas élève du cours. Oui. Donc on voit bien que Emmanuel Macron, il dit pas il faut croire ou ne pas croire. Moi j'aime bien, il a une formule pour le coup, je suis pas très souvent d'accord avec lui, mais quand il dit je vais pas expliquer aux gens qui doivent croire modérément ou pas, il est vrai que même ces mots-là sont absurdes en fait. En revanche, quand il arrive en disant on va organiser l'islam de France, pardon, mais c'est pas à lui de le faire. C'est aux musulmans de le faire. Évidemment que c'est aux musulmans de le faire. Latif Hachet, comment organiser l'islam de France aujourd'hui dans une période assez troublée où tout le monde se revendique d'être de l'islam, où on a des islams consulaires, des islams venus de loin, des islams aussi de Français qui eux se disent pas du tout représentés par le CFCM, par l'UOIF, par des fois même l'imam Chalgoumi. Comment on fait aujourd'hui pour aider les Français de confession musulmane à s'organiser, à s'auto-organiser ? En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que vient de dire Charles Dornelas à l'instant, c'est qu'on ne peut pas distribuer des cartes de bons ou de mauvais musulmans. Je pense que ça, c'est fondamental de le dire, et qu'il appartient aux associations cultuelles ou aux organisations cultuelles de trouver cette réponse. La France est laïque. Il y a des règles à respecter, notamment la loi 1905, la loi de la laïcité. Et je crois que les solutions pour endiguer ce fléau qui frappe la société tout entière, et dont, je le rappelle, les musulmans sont les premières victimes du terrorisme, c'est de pouvoir se donner les moyens, notamment de renforcement des forces de l'ordre et de la police qui ont été réellement sabrées sous l'ère de Nicolas Sarkozy, renforcer les moyens au niveau des renseignements, et donner aussi, pour que la République puisse marcher sur ses deux jambes, donner les moyens à nos enfants de se sortir de ces conditions-là par le haut, avec un renforcement des moyens au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, pour pouvoir véritablement... Des cours de culture française à l'école. Il faut revenir là-dessus, parce que la question qui se pose, c'est que tout ne peut pas être réglé par les policiers. Moi, à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, j'ai l'intention, on me dit c'est à la police de régler le problème. Il faut peut-être aussi franchir le pas et dire c'est une problème. C'est la raison pour laquelle, Malik, je dis qu'il faut marcher sur ses deux jambes. Nous devons apporter une réponse ferme, sécuritaire sur ces questions-là, et redonner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir sécuriser notre pays, et dans la même condition, se donner les moyens de pouvoir accompagner mieux ceux qui enseignent, ceux qui sont au premier plan, avec notamment nos jeunes, dans les quartiers populaires également. Il y a des solutions. Moi, j'ai été élue pendant 12 ans sur ma commune à Romans-sur-Isère. Quand il y a des questions de misère sociale, de pauvreté, de logement insalubre, nous devons aussi pouvoir apporter une réponse forte sur ces questions-là. Et la meilleure des réponses que peut apporter le gouvernement sur ces questions-là, c'est le projet de loi de finances. Ah, c'est des moyens, c'est le budget, c'est ça la question. On est bien d'accord. Le nerf de la guerre. Linda Kebab, moi je me suis posé une question. Dans la formation des fonctionnaires de police, est-ce qu'il y a des questions de laïcité ? Est-ce qu'il y a des cours sur la laïcité pour mieux comprendre la laïcité ? Parce que vous êtes exposé à du public, des fois dans certains quartiers des territoires, et j'imagine qu'il y a des questions sur la laïcité qui se posent. Est-ce que les fonctionnaires sont formés, les fonctionnaires de police ? Le problème, c'est que, de toute façon, ce n'est pas un secret, c'est quelque chose qu'on dénonce en tant que syndicaliste, c'est-à-dire que la formation est insuffisante, elle est peu en raccord avec les problèmes de société. Quand on a compris que la police française est d'abord une administration française, oui. Et administration française, c'est rarement... Avec toutes les problématiques liées voilà, donc déjà, on sait qu'il y a un véritable retard, il y a une technostructure, il y a un vrai millefeuille administratif, il y a aussi beaucoup de frilosité, de sidération sur les avancées sociales. On est totalement en retard dans la police nationale. Et sur les questions de laïcité, en effet, elles ne sont pas abordées, ou en tout cas pas suffisamment déjà dans la formation initiale. Je rebondis sur les propos de Mme Chey, c'est que quand la police intervient, même si sur les questions de renseignement, on est dans l'anticipation et la surveillance, mais quand la police intervient, c'est qu'on a échoué sur les questions d'éducation et de prévention. Et oui, c'est trop tard. Donc évidemment, notre rôle, il est indispensable dans un état de droit comme le nôtre, mais il faut aussi s'interroger sur la façon dont on évite de devoir faire appel au service de police. Le service de renseignement a été démantelé ces 10 dernières années, notamment sous l'ère Sarkozy. C'est indéniable. On a compris dès 2012 avec les attentats commis par Mohamed Merah qu'on n'était plus en mesure d'avoir un maillage suffisant sur le territoire au plus profond des quartiers pour pouvoir savoir vers quelle déviance chacun pouvait aller éventuellement sur les questions d'islamisme et religieuses. Et progressivement, on essaie de raccorder. Alors, je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur qui s'est vraiment rendu compte de la situation, malheureusement, il aura fallu le drame
les drames de Charlie Hebdo et puis du Bataclan en 2015, donc c'est Cazeneuve. Et à ce moment-là, il y a une véritable prise de conscience, sauf qu'il faut tout reconstruire et en 5 ans, on n'est absolument pas encore totalement opérationnel. On est opérationnel sur le terrain, mais on n'est pas encore opérationnel sur des questions, par exemple, théologiques. C'est des sujets face auxquels je pense la France est assez frileuse. Moi, j'ai vu un de vos tweets. Parce qu'il y a une espèce de respect de la laïcité. Oui, c'est vrai, mais j'ai vu un de vos tweets qui a dû vous... Enfin, vous avez dû... C'est un certain moment, je vais pas le citer, mais vous avez mis une sourate du Coran avec un hadith. C'est quand même assez symptomatique de la société. C'est qu'aujourd'hui, peut-être, les musulmans doivent se positionner en tant que musulmans. Non, à ce moment-là, je ne me positionne pas en tant que musulman, je me positionne surtout en tant que citoyenne et témoin de la société, même pas en tant que policière. Pourquoi vous avez fait ce tweet ? Je fais ce tweet en disant l'attentat, donc c'était il y a, je pense que c'était hier ou avant-hier. Oui. Évidemment, ça répond à l'hystérisation du débat actuel sur est-ce qu'il s'est inspiré ou non de l'islam. D'accord. Et en fait, moi j'ai mis un élément factuel, quelque chose qui a été écrit dans le livre religieux des musulmans, où il est écrit que évidemment, il n'y a ni... Je vous pose la question parce que moi-même, je me suis senti à un certain moment obligé peut-être de répondre. Non, je ne pense pas que les musulmans soient dans l'obligation de le faire. Néanmoins, il faut avoir aussi un peu de recul et un peu d'honnêteté intellectuelle et de se dire que c'est tout à fait compréhensible que nos concitoyens qui ne connaissent pas l'islam puissent avoir peur quand on parle de près de 300 morts, quand on parle d'une idéologie mortifère qu'on a du mal à combattre, qu'il est vrai aussi une partie de la communauté musulmane ne dénonce pas fortement, parfois même encourage avec des idées un petit peu politiques ou lugubres ou voilà, un petit peu floues. D'accord, très bien. On va revenir après une courte page de pub pour le mot de la fin et puis je vous dis à tout de suite. Avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. Bienvenue dans l'Actu Autrement. Je reprends les commandes que j'avais laissées gentiment à mon ami Malik Kétou. Juste avant, nous étions en train de parler avec Linda Kebab du tweet que vous avez réalisé qui parlait effectivement de croyances. On vous écoute. Mais, comme je disais, ce tweet, c'est le tweet d'une citoyenne, de quelqu'un qui lit un texte et qui se demande, et ce que beaucoup de nos concitoyens se demandent, est-ce que l'islam cautionne le genre d'acte effroyable qui a été commis la semaine dernière sur le professeur. Et en feuilletant, on découvre que non, que le Coran dit que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait une seule communauté, sauf qu'il en a fait plusieurs pour que vous entreconnaissiez. Et donc du coup, je me dis, si on saurait faire juste à ce qui est écrit, gravé dans le marbre, on ne peut pas faire un rapprochement entre l'acte qui a été commis. Évidemment que son idéologie, elle trouve naissance dans, mais on ne peut pas dire qu'elle cautionne en tout cas l'acte. C'était juste ça, parce qu'il y a une véritable hystérisation du débat. Il y a beaucoup de reprises politiques avec des discours qui vont un petit peu n'importe où. Et là où en réalité il devrait y avoir une union, une unité, ne serait-ce déjà pour rendre hommage, le mot est trop faible, mais en tout cas, juste pour ne pas salir la mémoire des victimes, notamment celle du professeur monsieur Paty, mais également aussi pour réfléchir à demain. Tout le monde est en train de faire de la récupération, c'est l'islam, c'est pas l'islam, le pas d'amalgame, le pas d'amalgame, et juste de dire, voilà ce qui est écrit dans le Coran, point. Maintenant, essayons d'avoir un débat construit sur le sujet, et arrêtons de nous écharper sur des questions qui sont du religieux et qui nous échappent totalement tous. D'accord. Alors, je n'étais pas la seule retardataire. On accueille également monsieur Mohamed Bajrafil, qui est imam. Alors, on va vous êtes égaré sur le chemin, mais exactement. Vous êtes pardonné. Alors, islamisme, c'est la même chose, c'est la racine de l'islam. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le tweet de Linda Kebab qui explique que si Dieu avait voulu faire plusieurs communautés, il l'aurait fait. Une seule communauté, pardon, il l'aurait fait. Et sur cet amalgame justement entre islam et islamisme. Alors, moi, je pense que je serais d'accord et pas d'accord avec avec le tweet qui est très juste. Hein. Je serais d'accord pour dire que l'islam, si on le regarde avec les lunettes du XXe siècle et qu'on lit les textes, en l'occurrence le Coran, avec les lunettes du XXe siècle, il est possible en effet de condamner, voire c'est condamnable, c'est condamné par le Coran. En revanche, si on regarde l'histoire, ce qui s'est développé par la suite, parce que c'est ça aussi le problème, et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'on est pris en otage entre d'un côté des gens qui sont dans une philosophie passéiste et de l'autre des islamophobes et qui font un travail qui en réalité va dans la même direction, qui consiste à dire le Coran n'a qu'une lecture, la leur, ou celle du passé. Si on regarde une lecture, j'ai envie de dire, diachronique partant du début de l'islam à nos jours, eh bien, on trouvera en effet dans les textes qu'on appelle ceux du fiqh, de quoi justifier ces actes barbares.
Donc oui et non. Et c'est la raison pour laquelle on dit aux gens de ne pas être manichéens. Il faut juste se dire que le Coran est un texte et que par définition, un texte, ça ne parle pas, mais c'est ceux qui le lisent qui le font parler. Et à partir de là, le Coran, tel que vous l'avez dit, madame, à juste titre, vous avez raison, le Coran ne permet pas cela. En revanche, si on sort du Coran et on regarde les exégèses qui ont été faites sur le Coran et les inférences qui en ont été tirées, notamment ce qu'on appelle le fiqh, eh bien, celui qui insulte le prophète, d'après le fiqh musulman, doit être tué. Et c'est la raison pour laquelle on dit aux gens de faire attention. Il n'y a pas le pas d'amalgame. Moi, j'essaye de me situer à un niveau au-dessus. C'est de dire aux gens, nous, musulmans, avons un travail qui est un travail de relecture des textes. C'est la manière la plus simple qui soit. Si on ne veut pas faire de relecture de textes, Daesh a raison. Et si on relit les textes, là, oui, je serai d'accord avec vous, on tombera sur des versets comme celui que vous avez cité. On vous a créé pour que vous fassiez mutuellement connaissance. Si Dieu voulait, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Vous n'aurez de cesse d'être divergents et vous avez été créés pour être différents. Bref, je pense que c'est... Donc l'islamisme et l'islam, c'est la même chose? Non, justement. En fait, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, j'essaye de le dire un peu partout. En vous suivant, écoutez, moi je suis un peu inquiet, mais peut-être que je suis le seul autour de ce plateau, mais en vous suivant, vous expliquez que donc si on lit littéralement le Coran, on peut se retrouver chez Daesh, et si on le lit avec une vision du XXe siècle, on va se retrouver de manière un musulman laïque, républicain. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je vous dis, je vais donner un autre exemple pour que vous compreniez mon propos. En France, jusqu'en 1965, une femme ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire sans être accompagnée de son mari et sans son aval. Oui. Depuis 65 à nos jours, heureusement, ça n'existe plus. La femme est libre d'ouvrir un compte ou de le fermer comme elle veut. Jusqu'en 65, c'était la norme. Ça ne veut pas dire que c'était moins injuste hier qu'aujourd'hui, mais c'était la norme, ce que Foucault appelle l'épistémé. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde un événement quelconque, à un moment donné de l'histoire, on va le voir d'une manière, et à un autre moment, on le verra d'une autre manière. Au fond, l'histoire reste la même, en fait. L'événement reste le même. Mais qui est-ce qui le regarde? Et c'est ce que j'essaye de dire par rapport au texte coranique. Quand vous regardez les exégèses qui en ont été faites, vous allez sans aucun problème tomber sur des gens, et c'est la plupart des écoles juridiques musulmanes, pour être honnête, qui vous disent que celui qui insulte le prophète doit être tué. Il faut vraiment que ça soit connu de tous. Ça, c'est dans le fiqh, ce qu'on appelle le droit musulman. C'est pas le Coran. Attention. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis... Ça crée quand même c'est inquiétant, parce que... C'est pas inquiétant, en fait. C'est pas inquiétant si on... Ça me rassure pas, je vous le dis franchement. Non. C'est pas inquiétant du tout si on se situe à un niveau théologique. Quand on se dit qu'il est du devoir de tout siècle, en réalité, c'est ce que les siècles qui nous ont précédés ont fait. Chaque siècle a lu les textes coraniques à la lumière de ses réalités à lui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, nous, le courage, ou plutôt l'envie, de lire le texte coranique à la lumière de notre contexte. Si on lit avec les lunettes, c'est l'exemple que je vais vous donner, je pense qu'il est beaucoup plus parlant que n'importe quoi. C'était pas moins juste hier que la femme ne puisse pas ouvrir de compte bancaire qu'en 2020. Cela étant, les réalités de l'époque trouvaient normal qu'une femme n'ouvre pas de compte. De la même manière, le texte coranique, il est le même. Mais là, si je comprends bien, vous essayez de replacer le Coran dans son temps, dans son histoire. Pas seulement le Coran, c'est ceux qui l'ont lu. Ceux qui l'ont lu. Exactement. C'est les interprétations qu'on a faites. C'est pas le Coran. Mais il faut absolument qu'aujourd'hui, au sein de l'islam... Qui décide ce travail, justement, d'exégèse? Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, qui décide... Alors, et en plus, à quel niveau mondial? Qui décide, à un moment donné, de faire... en 2020, ce travail d'exégèse qui semble nécessaire, parce que je pense que chacun a aussi une certaine lecture des textes d'aujourd'hui, mais vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui qui est en train de faire ce travail-là? En fait, le travail, il est à moitié fait. Il est à moitié fait parce que, vivant au 21e siècle, les gens, nous vivons les uns avec les autres. Nous vivons en France, il y a des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des juifs, bref.
Et cette manière de vivre, cette symbiose, elle n'existait pas il y a 50-60 ans, en fait. Donc, de fait, il y a des choses qui s'imposent aux gens. Donc, le musulman, il vit avec tout le monde vit avec le musulman. Donc ça, c'est 50% du travail. Ce qui reste à faire maintenant, c'est la théorisation de cette réalité-là. Et il y a des travaux qui sont faits par des gens, des penseurs, qui, c'est vrai, ne nous cachons pas, ne sont pas, j'ai envie de dire, ultra diffusés, étant donné que nous avons eu 50-60 ans de wahhabisation du monde, etc., avec le salafisme qui a été financé par je ne sais combien de milliards, et avec la bénédiction de certaines puissances occidentales, parce qu'on voulait lutter contre le nasserisme et la propagation du communisme, ça, je n'en disconviens pas. Mais encore une fois, que mon propos soit très clair, le Coran ne permet pas cela. Vraiment, que ce soit très compris. En revanche, le fiqh, qu'on appelle le droit, si nous revenions à cela, parce que je n'ai pas envie que demain quelqu'un vienne vous dire « Regardez les écoles juridiques musulmanes », c'est vrai, il faut vraiment que nous, musulmans aussi, nous reconnaissions cela. Dans l'héritage, dans le patrimoine du fiqh, c'est écrit, il y a des bouquins, dont un qui me vient en tête, qui s'appelle « As-Sarimul Masroul ala Shatimir Rasoul », l'épée dégainée sur celui qui insulte le prophète. Donc Ibn Taymiyyah qui l'a écrit, un autre s'appelle Subki. Donc ils ont, de ce point de vue-là, il faut vraiment que nous soyons honnêtes, et c'est la raison pour laquelle nous autres disons tout le temps, si nous ne faisons pas de relecture du texte coranique, eh bien Daesh aura raison, parce que là où Daesh fait fort, en fait, ce que les gens ne veulent pas admettre, c'est que Daesh, il vient avec l'héritage. Il dit aux jeunes, mais regardez, c'est écrit par tel imam. Mais ce imam, il a vécu il y a 200 ans, 300 ans, 700 ans. Et cette lecture-là du texte coranique, elle n'est plus appropriée. Et c'est la raison pour laquelle d'autres nous disent, oui, mais... Alors c'est ça qui est marrant, c'est que les uns nous accusent d'être vendus à la République, et d'autres nous disent d'être de 5e colonne, en fait. Parce que les deux tirent dans le même sens, en fait. Et c'est pour ça que je dis, les islamophobes d'un côté, et ceux que j'appelle les islamopithèques, vont dans la même direction. Ils portent peut-être des maillots différents, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire diaboliser le Coran et montrer que le Coran n'a pas d'autre lecture, alors que ce que vous avez dit est très juste. C'est vrai, c'est pas cautionné par le Coran, mais des lectures du Coran ont pu permettre cela. Charles, une réaction peut-être sur... Moi, je trouve ça plutôt rassurant, en fait, de vous entendre, parce que... rassurant d'un certain côté, inquiétant d'un autre. Rassurant parce que... je le disais juste avant que vous arriviez qu'effectivement c'était pas à moi qui ne suis pas musulmane de faire l'exégèse du Coran, que ça n'était pas mon métier, que c'était pas celui du président de la République française ni celui des éditorialistes en plateau, puisque c'était la question initiale. En revanche, de l'extérieur, ce que nous on voit dans le pays et n'étant pas musulman, c'est que en effet, quand l'État islamique, alors vous allez tweeter une phrase du Coran et puis l'État islamique va se justifier avec des thèses qui sont islamiques aussi, et que la plupart du temps on nous dit mais pas du tout, en fait, sans jamais nous expliquer comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que c'est rendu possible. Maintenant, moi, la question, et là, pour le coup, je bascule plutôt dans une inquiétude, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on entend aussi beaucoup, et à travers le monde notamment, de responsables religieux musulmans qui nous expliquent que l'interprétation, que l'islam est une religion du livre et que l'interprétation est déjà une trahison. Alors, si je vous entends, si l'interprétation est déjà une trahison pour une grosse partie du monde musulman, alors là, il y a carrément de quoi s'inquiéter en vertu de la lecture que vous venez de faire. Si vous me permettez, si je peux répondre. Alors si c'est une réponse en 10 secondes, ça va être possible, mais je pense que l'audience va nous obliger à faire une petite page de pub et on va répondre à cette question de Charlotte Dornelas. À tout de suite. 17h-19h, l'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement, avec nos invités Charlotte Dornelas, Linda Kebab, Mohamed Bajrafil et Latif Hachet. Alors nous étions juste avant la pub, on avait une interrogation de la part de Charlotte Dornelas qui s'inquiétait justement si au final le travail d'exégèse du Coran est en soi une trahison, comment on fait en 2020 pour combattre Daesh? C'est pas vrai. Je ne sais pas d'où il sort cette phrase, mais le 4e calife de l'islam, qui s'appelle Ali ibn Abi Talib, qui se trouve être le plus savant de tous les compagnons du prophète, lorsqu'il a eu à débattre avec un groupe sanguinaire dont Daesh en réalité est une émanation, ce qu'on appelle le Khawarij, ils lui ont dit justement, il faut que tu rendes justice sur la base du livre de Dieu. Et quelle a été sa réponse? Il leur a dit, mais le Coran ne parle pas. C'est celui qui le lit qui le fait parler. Et à partir de là, il y a un distinguo très important à faire entre d'un côté, parce que c'est malheureusement ce qu'on a mis dans la tête de beaucoup de gens, et notamment les jeunes.
Il y a la parole est une chose, le texte est une chose, son interprétation en est une autre. C'est la raison pour laquelle en islam, je dirais jamais ça assez, on n'a pas le droit, quand je juge quelque chose, de dire je rends justice sur la base de ce que Dieu m'a dit, parce que tu ne sais pas ce que Dieu voudrait. Donc toi, quand tu fais un travail, ce que nous avons comme fiqh, qu'on appelle le droit, c'est une production humaine d'émanation divine. C'est pas la même chose en fait. Donc on n'applique jamais le texte coranique. On en applique toujours une interprétation. Donc si le monsieur vous dit qu'il n'y a pas d'interprétation, je ne sais pas de quelle planète il débarque. Sans clergé, chacun a son interprétation. Oui, sauf que alors c'est là où en réalité ça devrait être au contraire quelque chose de très fort pour le musulman, parce que c'est une manière de lui dire mais c'est toi in fine avec ton libre arbitre qui décide, puisqu'on nous apprend dans le Coran que je pourrais vous répondre que c'est ce qu'ils font du coup. Non, justement, c'est pas ce qu'ils font du tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se réfèrent. Madame, ce qu'elle a fait, elle n'a pas été cherchée dans un livre d'exégèse. Encore une fois, si vous lisez le Coran aujourd'hui, avec les lunettes de quelqu'un qui vit au 21e siècle, je peux vous garantir que vous trouverez des... Je vous donne un exemple tout bête. Le mot guerre a été cité dans le Coran 6 fois. Le mot paix a été cité 133 fois. Même si on s'est arrêté au CP, on sait très bien que la règle sera 133 et l'exception 6. Mais on a fait l'inverse. Le mot épée, par exemple, il n'a été cité aucune fois dans le Coran. Et pourtant, les exégètes du Coran, notamment les fuqaha, les juristes, ils ont inventé un verset le verset existe dans le Coran. Alors ils débattent, est-ce que c'est le verset 5 du chapitre 9 ou le verset 26? Bref, je ne vais pas vous embarquer dans des considérations théologiques pour ne pas vous perdre. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit ce verset-là s'appelle Ayatus Seif, le verset de l'épée, et que celui-ci aurait abrogé tous les versets qui appellent à la paix et à la concorde. C'est pour ça que je vous dis que... Oui, allez-y. C'est pas tellement ça ma question, c'est que vous avez dit vous-même qu'aujourd'hui dans le droit, en tout cas dans l'héritage du droit qui lit le Coran, il est demandé de tuer celui qui insulte le prophète. Oui. Quelle autorité aujourd'hui dans le monde sunnite en l'occurrence puisqu'il n'y a pas de clergé dans le monde sunnite, quelle autorité va pouvoir mettre un point final à ce débat pour tous les musulmans du monde? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il incombe aux institutions musulmanes du monde entier de prendre la question à bras-le-corps et de se rendre compte qu'on ne peut plus continuer, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a un passéisme même à l'intérieur de ces institutions. On leur dit, mais attendez, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que vous savez, le risque, il est double. Le premier, c'est déjà le fait d'être en guerre avec tout le monde, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Et le second risque, et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'islam. Parce que, humainement, votre réaction à vous, de dire, mais c'est pas ma religion, ça peut pas être ça ma religion. Et vous avez raison. Et c'est pas c'est ma religion. Oui, mais on se comprend. Mais personne n'accepte les musulmans de France. Il faut comprendre que les musulmans de France, et même du monde, quand ils voient des exactions pareilles, 99,99% les réprouvent. Mais comment on arrive à recruter des jeunes comme ça? Eh bien, on leur dit, tel imam qui a vécu à tel siècle a dit telle chose. Et là, on va donner la parole. Latif Haché, quand vous entendez un petit peu... Oui, bien sûr, on va faire circuler, on écoute attentivement parce qu'on essaye de trouver un petit peu le point clé entre l'islamisme et l'islam. C'est très compliqué. Moi, j'avais déjà dit qu'il fallait identifier le mal et pour mieux le combattre. Et là, aujourd'hui, on essaye de l'identifier. Alors, c'est sûr que c'est un peu compliqué sur le plan technique et théologique. C'est pas tout le monde qui peut suivre, comprendre un petit peu les livres sacrés, les hadiths, et puis l'histoire, et puis travers les siècles, et surtout la compréhension d'aujourd'hui et de demain. Mais vous, quelle vision vous avez pour les musulmans français aujourd'hui sur ces questions d'islamisme? Moi, je voudrais quand même revenir par rapport à l'exposé que vient de nous faire l'imam Bajrafil. Je pense qu'on essaye, on voit à travers sa prise de parole qu'il y a une complexité dans les interprétations et que justement les gouvernants doivent se garder d'essayer de faire ces liens qui peuvent exister pour certains ou des associations ou des groupes de personnes entre les liens systématiques entre le terrorisme et l'islam. Je crois que c'est une religion du livre comme les autres religions du livre et à juste titre vous avez dit, monsieur Bajrafil, que l'extrême majorité des concitoyens musulmans en France d'abord mais de partout dans le monde réprouvent ces actes barbares. Et rien que de le fait d'avoir à le dire, c'est quand même compliqué. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Malik, quand vous avez dit est-ce que les musulmans doivent condamner, par exemple, ce type d'attaque ou aller manifester. Je crois que les musulmans sont d'abord français. Je crois que comme tous les Français, en tout cas à ma connaissance, tous les Français que je connais, il n'y en a pas un qui est d'accord avec ce qui s'est produit.
Je pense que rien que ça fait peser une espèce de culpabilité sur le dos de nos concitoyens français de confession musulmane, pratiquons pas d'ailleurs. Et je crois que c'est aussi cela que nous devons dénoncer pour éviter les amalgames. Et moi, je le dénonce. Je me permets de le dénoncer parce que c'est important de le faire. Il y a beaucoup de concitoyens français aujourd'hui qui se sentent stigmatisés du fait de ce qui se passe. Il y a une espèce de présomption de solidarité meurtrière. Et ça, il faut aussi l'entendre. Oui, mais à même titre, oui. En fait, moi, je crois que là, on dévie un peu le sujet. C'est-à-dire que je ne peux pas m'inquiéter de la stigmatisation aujourd'hui quand notre pays est frappé, mais vraiment d'une manière très violente, décapiter un professeur. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte quand même que mes premières pensées vont aux familles des victimes, de tous ceux qui ont été victimes d'attentats. Au même titre, alors que vous l'avez répété, des musulmans français ont été aussi victimes d'attentats. Mais pour moi, c'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on peut bien lutter contre l'islamisme, de quelle manière. Et la deuxième question aussi que je voudrais vous poser, et là celle-ci, c'est les musulmans sont bien descendus dans la rue pour dénoncer l'islamophobie. Et ils ont eu raison de le faire, à juste titre. Alors il faudrait peut-être qu'ils descendent aussi dans la rue de la même manière pour dénoncer le terrorisme. Malik ? C'est eux-mêmes qui s'identifient. Je crois que tous les Français sont descendus. C'est-à-dire que moi, pardonnez-moi, mais moi, les personnes qui veulent dénoncer des crimes racistes, qu'ils soient antisémites, homophobes, islamophobes, je crois que, comme tous les Français, les musulmans qui se disent attachés à la culture musulmane ou de confession musulmane, pratiquant ou non, sont dans la rue comme tout le monde. Et c'est ça que je ne comprends pas dans votre raisonnement, dans votre question, pardonnez-moi, mais je pense que c'est extrêmement important. Pour essayer de rebondir sur les propos de Latifa, est-ce que une manifestation qui concerne l'islamophobie réunit peut-être fatalement une majorité de Français de confession musulmane et peut-être que physiquement, ils sont peut-être un peu plus reconnaissables. En revanche, une manifestation qui va réunir des milliers de personnes contre le terrorisme, est-ce qu'on ne va pas avoir un ratio qui est peut-être plus naturel ? On sait qu'on est à peu près 10% dans la population française. Est-ce qu'au final, à République, ces 10% n'étaient pas là ? Enfin, je pose la question et vraiment, l'idée, c'est pas d'être en accusation ou en accord avec ce que dit Latifa, mais est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes un fantasme de vouloir, peut-être pour nous rassurer, plus d'Arabes ou de Noirs dans des manifestations pour se dire, bon, bah, ça va, ils sont pas comme eux. Enfin, j'ai presque l'impression que c'est ça, au final, derrière ce qui est dit, derrière cette injonction de manifester. Et puis, par ailleurs, il y a plein de Français qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas en train de manifester et qui pourtant sont choqués aussi. Moi, c'est pas tellement la question de la manifestation, mais j'ai un autre exemple qui, pour moi, m'inquiète un peu plus, parce qu'on peut répéter que 99,9% sont outrés par les attentats, mais comment est-ce qu'on explique les minutes de silence qui ne se font pas après les attentats de Charlie Hebdo dans les quartiers difficiles ? Comment est-ce qu'on explique les propos sur les réseaux sociaux qui sont quand même nombreux à s'en féliciter ? Comment est-ce qu'on explique qu'une gamine de 12 ans est arrêtée 2 jours après dans le collège pour avoir dit que c'était bien fait ce qui était arrivé à son prof ? 12 ans, elle l'a pas inventé toute seule, a priori elle l'a plus entendu à la maison qu'autre chose. Donc et toutes ces choses-là existent. Comment est-ce qu'au tout début de cette émission, on a commencé en disant il y a des cours qui ne se font plus, il y a des professeurs qui ne peuvent plus parler de la colonisation, de la Shoah, de l'histoire de l'esclavage dans leur classe parce qu'ils ont peur. Justement. Quels sont les moyens que l'on donne à ces enseignants ? Non, mais je vous dis, on peut pas commencer. Mais les moyens, les moyens, c'est une chose. On sera d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'ils soient protégés. Je vais pas intimer aux professeurs d'aller donner ces cours au risque de leur vie si personne ne les protège et si l'administration se bouche les yeux. Je vous dis simplement qu'il faut d'abord commencer par faire par avoir un regard honnête sur la situation. Elle est plus inquiétante que 0,0001% de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui en France qui posent problème ou qui sont à la limite ou qui l'ont largement passé, quoi. C'est simplement ça que je voulais dire. Latifa. Oui. Je pense qu'on est complètement d'accord. Mais moi, je le redis, je pense que c'est extrêmement important quand il y a des attitudes. D'ailleurs, je l'aborde dans mon livre. J'avais fait intervenir... Sois une femme, ma fille. Donc, j'avais fait intervenir Latifa Ibn Ziaten, qui est quand même la mère de la première victime de Mera. Suite aux attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, parce qu'il y avait des élèves en classe de collège notamment qui disaient ne pas vouloir faire la minute de silence. Donc, moi, en tant que citoyenne, en tant qu'élue de mon territoire, soucieuse de ce qui s'est passé et face à ce spectacle de désunion, d'un côté, des stigmatisations qui existent et qui sont réelles, et aussi, de l'autre côté, des questions légitimes par rapport à ce type d'attitude. Parce que moi, ça me choque, effectivement, quand il y a quelqu'un qui refuse de faire la minute de silence, par exemple, et qui ne veut pas, ou qui ne comprend pas, ou qui dit qu'il n'est pas Charlie. Mais je crois que la meilleure des réponses, celle notamment que j'ai choisie en invitant Madame Ibn Ziaten, c'est de donner la parole, d'expliquer, de comprendre, et à la fin, je peux vous garantir que de son intervention,
l'ensemble des élèves, et notamment ceux qui avaient refusé de faire la minute de silence, l'ont fait, l'ont respecté, et on a pu aborder des questions parfois très délicates. Donc je redis, parce que pour moi c'est fondamental, la question, dans le fond. mais c'est pas qu'un manque de pédagogie, je pense qu'on doit aussi accompagner nos enseignants. Combien de dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, le taux d'absence de professeurs qui ne sont pas remplacés, qui ne sont pas formés, c'est aussi ça la question, c'est comment on les aide pour pouvoir aussi répondre à des questions qui sont extrêmement difficiles. L'Observatoire de la laïcité, par exemple, est très pédagogique. Il accompagne, il apporte aussi des moyens, des réponses sur ces questions-là. D'ailleurs, je tiens à les saluer, à les féliciter pour tout le travail incroyable qu'ils font, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne. Et je pense que ce sont aussi des solutions comme celle-ci sur lesquelles il faut revenir. En plus de ce que nous avions dit tout à l'heure, renforcer les moyens de sécurité, par exemple, de renseignement, etc. Linda, quand même une question. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait recruter 300 policiers en plus dans les services de renseignement et qu'il allait aussi mettre, j'ai vu 130 policiers, je crois, pour Pharos, parce que c'est un véritable souci. C'est-à-dire on attend un attentat dans notre pays pour donner des moyens à la police pour lutter contre l'islamisme. En réalité, c'est pas tant le problème de la police que celui du service public de manière générale. C'est toujours après un drame que l'on prend des mesures. On va renforcer les services de renseignement de 300 effectifs. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, vous la saluez. Mais c'est toujours bon de renforcer des services qui ont vocation à lutter contre la criminalité, le terrorisme, la délinquance, l'immoralité, si on veut même y apporter une dimension religieuse ou familiale, je ne sais pas. Mais le sujet, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'on décide à un moment de renforcer. Comme je dis au début de propos, c'est un aveu d'échec en réalité, un aveu d'échec collectif. Quand on en arrive à avoir un homme dans les rues de France qui est décapité pour avoir fait tout simplement son travail, mais tout simplement qui est décapité, la monstruosité même de l'acte nous renvoie tous à un échec collectif. Je suis un petit peu en fait réticente sur l'idée de l'excuse en réalité, parce que évidemment qu'il y a un manque de pédagogie, mais c'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup d'inquiétude, parce que quand je dis que la laïcité ne doit pas empêcher d'aborder la question du religieux, c'est-à-dire apprendre aux enseignants à parler à des enfants qui ont un discours familial, leur environnement dans le quartier, ou avec leurs amis, ou avec les grands frères dans les lieux où ils vivent, et qui peut-être font abonder un discours un petit peu plus inquiétant que ce qu'on peut même imaginer. On sait très bien qu'il se passe des choses dans les quartiers, et on ne laisse pas les enseignants finalement aborder un sujet pour pouvoir contrer le discours qu'ils entendent à longueur de temps. Quand des élèves refusent de faire la minute de silence, il y a quelques jours une tribune très intelligente dans Marianne d'un professeur de philosophie qui s'appelle René Chiche, qui explique comment est-ce que finalement il a demandé à une élève qui a refusé de faire la minute de silence après le Bataclan, il lui a demandé d'apporter le hadith sur lequel elle se référait à cette interdiction de faire une minute de silence, et il lui a aidé finalement à faire une interprétation peut-être plus moderne, et au final elle s'est rendue compte que ça effaçait un petit peu les conflits entre sa raison et sa croyance. On revient dans un instant dans l'Actu Autrement. 17h, 19h, l'Actu Autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. De retour dans l'Actu Autrement avec nos invités, Charlotte Dornelas, Linda Kebab, l'imam Mohamed Bajrafil et Latif Hacher ont été en train d'aborder pendant la pub la question de l'organisation de l'islam de France. Alors on en parle depuis des années, beaucoup ont essayé, Chevènement, Sarkozy. À chaque fois, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement une réussite. Vous faites partie de la MIF, Mohamed Bajrafil. Comment aujourd'hui on peut imaginer, sans tomber sur des questions de concordat, et encore certains le proposent, comment on fait pour qu'en France, cette religion, qui est importante, puisse s'organiser? Alors, très rapidement, je vous disais tout à l'heure que c'est pas trop mon domaine, je suis plus dans le domaine de la théologie que celui de l'organisation, mais étant donné que je suis membre de la MIF, comme vous l'avez dit à juste titre, je vais essayer de vous dire très rapidement pourquoi on s'est engagé dedans et à quoi sert ou doit servir ou devrait servir la MIF. C'est-à-dire qu'en réalité, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on a eu pendant une vingtaine, une trentaine d'années, voire une cinquantaine d'années, une salafisation mondiale. Ce n'est pas seulement en France, on a distribué des bourses un peu partout pour que des étudiants aillent faire des études dans les universités saoudiennes avec l'idéologie wahhabite. Après, il y a eu les frères musulmans, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces considérations internationales, mais le fait est que c'était jusque-là, si vous voulez, l'offre qui était présente. Maintenant, comment faire face à cela? Un proverbe arabe dit « c'est par du fer que l'on tord du fer ». Sinon, ce sera pot de terre contre pot de fer. Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt cela. C'est pot de terre contre pot de fer. On a beau avoir les meilleures intentions du monde. Pot de terre. On a mais compris, voilà, on a pot de terre et en face...
l'Arabie Saoudite dit vouloir mettre de l'eau dans son lait, mais c'est pas, enfin je ne sais pas, enfin on demande qu'à voir, hein. Bon, ça semble, je pense que peut-être qu'il y a quelques pressions aussi internationales qui font que le vent est en train de tourner. Mais en France, comment on fait en France ? Justement, donc en France, pourquoi on s'est réunis ? Oui, justement, comment faire ? Il faut de l'argent. Et pour avoir cet argent, on s'est dit, il y a essentiellement trois canaux par lesquels, en tant que religion, l'islam pourrait se financer. Il y a le canal du pèlerinage, qui rapporte, je crois, entre 200 et 300 millions d'euros. Enfin, j'aime pas trop. Encore à l'Arabie Saoudite. Voilà, mais d'après le président de la République, des conciliabules seraient peut-être sur le point d'aboutir, si j'ai bien compris le discours des Mureaux. Il y a la viande halal, avec la certification, et puis il y a la récolte des dons. Donc, comment faire pour que ces trois canaux puissent profiter à l'organisation et au fonctionnement de l'islam de France. Et c'est pour cette raison que la MIF s'est créée, non pas pour représenter les musulmans, parce que c'est un panier à crabes, et puis il n'y a pas de clergé, donc on n'a pas à avoir de pape ou je ne sais quoi. Moi, je n'aspire pas à être le moufti de la République ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, je lutte pour que chacun puisse avoir la possibilité de choisir ce que bon lui semble. En revanche, on se dit, pour que, par exemple, il y ait plus de mosquées construites par des puissances étrangères, parce qu'on sait que qui finance paye, enfin qui paye commande, en fait. Donc, pour pas qu'il y ait d'influence étrangère, on coupe avec l'islam consulaire. Les Arabie Saoudite ou je ne sais quoi ne financent plus rien ici, et de cette manière on est en mesure de se prendre en charge et de financer la construction de mosquées, de payer la formation des imams et arrêter de délocaliser à l'international cette formation. Dont la formation théologique. Oui, naturellement. Enfin, la formation des imams, elle doit être prise en compte. Parce que ce n'est pas l'État qui va faire cette formation. C'est plutôt aux musulmans de s'organiser pour, justement, assurer la formation, j'ai envie de dire, endogène, pas exogène, endogène, des ministres du culte. Ça nous revient à nous, et c'est la raison pour laquelle l'État n'a pas à se mêler de cela. L'État doit jouer un rôle de facilitateur pour que, justement, parce que c'est par exemple pas la MIF ou quelque organisation que ce soit, ou le CFCM d'ailleurs, qui va négocier avec l'Arabie Saoudite. C'est des négociations entre États. Et si l'État peut jouer le rôle de facilitateur pour que puisse se mettre en place, AMIF ou autre chose, hein, moi je ne suis pas marié à une organisation en particulier, eh bien je pense que c'est de cette manière qu'on peut accompagner les musulmans. Ça fait 10 ans qu'on parle de formation des imams, ça fait des années qu'on parle de ces sujets, j'ai l'impression que... Il y a à peine de former les aumôniers et de rejeter ceux qui venaient jusqu'à maintenant, le sujet de l'islam, c'est un peu comme cette phrase de « cache ce sein que je ne saurais voir ». On délocalise parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient formés en France. Il y a les moyens de les former en France. Vous savez, la France a une histoire orientaliste très riche, mondialement connue et reconnue, de grands connaisseurs de l'islam, hein, qui n'étaient pas forcément musulmans d'ailleurs. Hein. Et cette histoire, ou plutôt cette culture, est en train de fondre comme neige au soleil aujourd'hui. Donc, il est venu le temps de redonner vie à cette dynamique et aider à la formation via des instituts des imams en France. Charles Dornelas, il faut vraiment former les imams en France, ça va régler le problème de l'islamisme. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le fond. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on a eu des problèmes au sein des écoles où des enfants ne voulaient pas respecter la minute de silence. On a eu des problèmes aussi. Je pense qu'il y a deux choses là en fait. Il y a ce que la France doit imposer en fait, et effectivement le contenu de la religion ne regarde pas l'État en fait. Donc la France dit en fait par contre, nous de ce qu'on voit, de ce qu'on fait à l'école, de ce qu'on apprend à l'école, etc. C'est comme ça chez nous et c'est pas autrement. Donc ça c'est le rôle de l'État. Discours de fermeté. Ah bah oui, clairement quoi, il serait temps. Oui. Et après dans l'organisation interne de l'islam, moi la seule chose qui m'inquiète dans ce que vous venez de dire, c'est que la menace elle est également endogène en fait aujourd'hui. Elle vient pas. Autrefois, on avait des attentats qui arrivaient de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est des Français qui sont capables de frapper sur le sol français. Donc, quand vous me dites, il faut que c'est une question d'argent, de négociation avec l'Arabie Saoudite en l'occurrence, etc., mais qu'il faut former les imams à l'intérieur de la France, et que vous finissez en me disant, vous voulez pas de clergé, en fait, c'est pas quelque chose que vous voulez parce que chacun choisit ce que bon lui semble. Je comprends donc la ligne qui lui semble bonne dans l'islam. Alors, vous êtes
êtes en train de nous expliquer que même l'islam de France ne nous protégera pas de l'islamisme. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, vous dites endogène. Mais il a été prouvé dernièrement que le terroriste était en lien avec quelqu'un qui est sur le territoire syrien. Il y a eu d'autres attentats, frère. Oui, mais toujours la même chose, en fait. Et c'est vous allez sur Google, cher Google. Il faut fermer les frontières, vous allez me faire plaisir. Attention. Non, pas du tout. De toute façon, vous fermez les frontières, Google vient chez vous. Donc, ça sert à rien. En fait, c'est le travail de Sisyphe. En revanche, aujourd'hui, l'offre qu'il y a sur Internet, vous rentrez dans Google, tapez islam sur Google. Les 20 premiers liens, c'est des liens salafistes. Qui doit gérer ça ? Parce qu'il y a eu des moyens, en fait, qui ont été mis au départ, qui ont permis d'en arriver à là. Donc l'État doit protéger l'islam. Non, c'est pas l'État n'a pas son rôle à jouer là-dessus. C'est aux musulmans. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'État doit jouer un rôle de facilitateur, non pas en formant, c'est pas son rôle, hein, mais plutôt en permettant aux musulmans d'avoir les moyens nécessaires pour justement former des gens. Ici, parce qu'encore une fois, le problème que nous avons, c'est que, j'ai eu à le dire dernièrement à un théologien d'un autre pays, on continue à importer des fatwas de l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a aucune autorité reconnue comme telle. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé, ce que l'Arabie Saoudite a réussi à faire, c'est en gros de déconsidérer, voilà, tout autre savant ou tout autre courant de l'islam, notamment le courant soufi par exemple, que le leur, pour que les jeunes disent que un savant a dit, c'est le savant saoudien. Donc on en est là aujourd'hui. Donc vous dites que c'est endogène ? Non. En réalité, ça continue de venir de là-bas, ça continue de venir de l'étranger. Quelle autorité pourrait contester ça ? Al-Azhar par exemple, c'est une autorité qui vous semblerait, parce que Al-Azhar, moi j'ai toujours entendu dire que c'était justement quelque chose qui contrebalançait avec l'Arabie Saoudite. Oui ou non, en fait. Oui et non, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, Al-Azhar reste, c'est là, c'est pour cette raison que nous autres, on nous dit, nous sommes des réformistes, etc. L'Azhar n'a pas encore fait le travail que je suis en train de vous dire, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a des problèmes dans notre héritage. Et ça, je vous en parle vraiment ému parce que j'ai du mal à comprendre qu'on ne se rende pas compte que Daesh, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle « Masailun min fiqh al-jihad ». Des questions sur le droit du djihad. À peu près 600 pages. Dedans, ils ont un tel savant de tel siècle a dit. Or, tant que nous n'aurons pas opéré la désacralisation de cet héritage-là, et Al-Azhar ne l'a pas fait, on sera toujours victime. Si, il y a des gens qui le font, mais encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un problème de moyens. Encore une fois, pour l'instant, c'est pot de terre contre pot de fer. Aujourd'hui, on parle, et je serais heureux que nous fassions une autre émission pour développer davantage, mais l'islam tel que nous le vivons aujourd'hui, les écoles juridiques, le malikisme dans le Maghreb, par exemple, etc., c'est venu aussi parce qu'il y a eu de la politique. Il y a des politiques qui ont soutenu telle école et qui lui ont permis d'arriver à s'imposer comme elle est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire comme si c'est quelque chose qui venait de nulle part. Il y a des réalités historiques, anthropologiques, sociologiques, qui ont conduit à ce que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, et ce sera mon dernier mot là-dessus, nous autres appelons de tous nos voeux que les musulmans, aujourd'hui, dans le monde, les théologiens à leur tête, reprennent en main l'interprétation des textes fondateurs de l'islam pour, n'est-ce pas, y trouver les valeurs humanistes, universalistes, de fraternité, de concorde, qui sont légion dans le Coran, mais que l'on va lire à la lumière de notre contexte pour ensuite arriver à quelque chose qui soit en phase avec ce que nous vivons aujourd'hui. Mon médecin, il est juif. Le vôtre, il est chrétien. L'autre, il est agnostique. Autrefois, vous allez trouver des textes, et c'est malheureusement des textes qu'aucune frontière ne peut arrêter, parce que cher Google n'a plus de frontières, qui vont vous dire, si vous croisez un non-musulman, un chrétien, serrez-le de manière à ce qu'il soit dans... Tout ça, ça circule et personne ne peut arrêter. Mais c'est un peu contradictoire avec d'autres événements. Je veux dire, si on renvoie l'islam à son histoire, les premiers protecteurs des premiers musulmans qui font ce petit hégire, ils le font auprès de chrétiens. Donc on peut avoir aussi une lecture très protectrice à l'égard de la communauté chrétienne en disant les premiers qui ont empêché aux premiers musulmans d'être mis entre les mains des polythéistes Quraysh, ça reste quand même des chrétiens. Et donc du coup, il y a une symbolique aussi. Et donc on peut en faire une exégèse comme on en a envie, qu'il s'agisse du 7e siècle ou du 21e siècle. C'est la raison pour laquelle je vous dis, on regarde notre héritage. Il y a des merveilles dedans. On les garde.
Et ce qui n'est pas de cet ordre-là, on le met de côté avec le plus grand respect. Et moi, je vais même plus loin. Je vous dis, si nous avions vécu dans les mêmes conditions qu'eux, nous aurions dit la même chose. Regardez Voltaire. Prenez Voltaire, c'était un antisémite, un négrophobe. Je veux dire, les Lumières dont on parle aujourd'hui, si on entendait la manière dont il parlait de la cause féminine, etc., mais on serait choqué. Par contre, on regarde les Lumières. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? On garde. Ce qui ne va pas, ce qui ne cadre pas avec nos réalités, on le met de côté. Et là-dessus, mais je pourrais vous donner 1 million d'exemples de gens qui, aujourd'hui, même s'ils veulent rester fidèles à ça, ils n'accepteraient pas. Moi, je m'arrêterai vraiment là-dessus. Un exemple bien bête, vous prenez le chapitre, le verset 20 du chapitre 30 du Coran, qui vous dit la chose qui suit. Dieu, parmi les signes de sa grandeur, c'est qu'il a voulu, il vous a créé d'hommes, il vous a fait de terre, des hommes et des femmes qui peuplent la terre. Et juste après, il vous dit, et parmi ces signes, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent avec vous, vous venez les uns des autres, et vous vivez en paix entre vous. Il y a un exégète qui s'appelle Razi, qui est mort en 606 de l'Hégire, qui vous dit, cela est la preuve que l'homme, en fait, la femme lui a été offerte comme la bête et les plantes lui ont été offertes. Mais qui aujourd'hui accepte que sa mère est une vache ? Qui accepte que sa mère est une plante ou sa femme ? Et pourtant, c'est un grand philosophe. Mais si vous le situez dans son temps, en 606, vous allez venir en France, au même moment, vous trouverez des philosophes qui disaient la même chose. Aujourd'hui, moi, je dis, oh, Razi, au-dessus, c'est le soleil, c'est un très grand savant. Mais ça, non. C'est pas le Coran qui dit ça, c'est son interprétation. C'est ce que j'essaie de vous dire dès le début. C'est que le texte en lui-même, il dit rien. On le fait parler. En revanche, les humains, eux, ils disent des choses qui sont insupportables et que personne ne pourrait cautionner, y compris ceux qui veulent que nous restions dedans. Ils vont se cacher. C'est pour ça que Daesh vient et dit, oh, les gars, un tel savant qui a vécu à tel temps et à tel temps, il a dit telle chose. Si vous ne voulez pas refuser, tant pis. Latifa, une réaction peut-être sur les... C'était très technique, là. Même moi, pour le coup... Si ça, sur ce travail-là d'exégèse... de compréhension de texte, est-ce que finalement, il faut aider plus des Mohamed Bachrafil à... Comment la République peut aider plus de théologiens, du moins plus de théologiens à venir, parce que ce type de discours, on l'entend pas sur les plateaux. Et pourtant, on parle beaucoup d'islam, on parle beaucoup de questions musulmanes. Il n'y a pas de musulmans sur les plateaux. On parle d'islam, il n'y a pas d'imam. Il y a une chose, en tout cas, que vous venez de dire qui est très importante, c'est qu'on fait rarement appel aux personnes qualifiées pour parler de ces questions-là. Et là, une fois de plus, je vous salue par rapport à la diversité de profils qu'il y a sur le plateau, parce que Monsieur Bajrafil qui est là et qui a cette autorité, cette possibilité de parler en tant qu'expert, en tant que théologien, et ça c'est extrêmement important. Et ce que je constate malheureusement, c'est que très souvent sur les plateaux télévision, et à longueur de plateaux télévision, on va parler de ces questions-là sans les personnes concernées. Donc là, moi, si vous me donnez mon avis en tant que femme politique, ma meilleure réponse, c'est celle que vient de faire l'imam Bajrafil, et c'est mettre les experts face à des sujets qui sont extrêmement importants et mettre les bonnes personnes. Comment le politique facilite ce travail-là ? Je crois que au niveau médiatique, on a bien compris, peut-être inviter un peu plus de théologiens. Mais au niveau politique, comment on s'organise ? C'est extrêmement important par rapport au discours que l'on peut entendre ici et là. On entend à peu près tout, c'est comme sur la laïcité, comme sur le féminisme, on entend énormément de choses, et c'est extrêmement important d'avoir des précisions. Et là, c'est ce que tu es en train de faire l'imam Bajrafil, et je pense que cela appartient aux organisations cultuelles de le faire, aux musulmans. Il y a des moyens qui existent. L'État peut effectivement apporter des solutions. Moi, je reviens sur la question sur ce qui nous... Le législateur, à un moment donné, sur les 3 solutions de financement que proposait l'imam, est-ce qu'à un moment donné, le législateur ne peut pas faciliter un certain nombre de choses parce que... Les lois, elles existent. Les lois, elles existent, et peut-être que celle qui peut apporter une fois de plus des réponses, c'est le projet de loi de finances. Moi, je reviens sur la question des moyens qui sont alloués à celles et ceux qui sont sur le terrain. Et ça, c'est fondamental. Donc oui, légalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Projet de loi de finances courageux, avec des moyens alloués. Je reviens, pardonnez-moi de le dire encore une fois, sur la question des moyens, comment on accompagne, justement, comment on fait du 3e mot de notre devise républicaine, la fraternité, quelque chose de tangible à disposition de nos concitoyens pour lutter contre les fléaux qui ne sont pas liés à l'islam, attention à la sémantique, mais à l'islamisme, donc au dévoiement d'une religion du livre qui est l'islam. Charlotte Dornelas, sur la question législative, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas prendre un petit peu notre courage à deux mains pour faire ce rôle de facilitateur ? Moi, je trouve ça très compliqué parce que le problème, c'est que si l'État
rentre dans l'organisation de l'islam de France, ce sera une atteinte à la laïcité. S'il le fait pas, en fait, on lui dit qu'on a besoin de l'État. Et ce qui est difficile, comment dire, et pour répondre surtout à la question précédente de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas des théologiens sur les plateaux, parce que en fait, le problème c'est qu'on va en avoir un autre qui va dire autre chose en fait. Et quand je l'entends lui-même, et c'est la question, c'est pour ça que je disais ça, qui dit finalement à la fin chacun choisit son orientation. Bien sûr, et en fait ça c'est compliqué parce que quand on est d'extérieur, je vais prendre, il parlait de l'héritage de l'islam, je vais prendre l'héritage chrétien de la France en citant saint Thomas qui croyait ce qu'il voyait. On en est un peu là en fait. Au bout d'un moment, ça fait 20 ans que l'État explique avec, alors effectivement en essayant, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'échecs, en essayant avec le CFCM, avec je sais pas qui, je sais pas quoi, et que à la fin, en fait, il y a un imam qui va tenir un discours sur lequel on pourrait tous entendre et qu'on va comprendre qu'on va y arriver, et puis vous aurez toujours un musulman ici qui dira non, un imam qui dira qu'il dit n'importe quoi, et puis un autre qui dira encore autre chose. Ils se sont tous mis d'accord pour pas être d'accord. Non, mais c'est en fait c'est compliqué. Moi, c'est même pas, j'ai même pas d'avis en fait sur lequel a raison ou pas. Il y en a avec qui je sens que je pourrais vivre plus facilement qu'avec d'autres, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, je sais pas qui a raison. C'est pas à l'État de le faire, c'est pas à moi. Enfin, on en revient à la question du début. Mais en tout cas, si je crois ce que je vois, ça va être long, quoi. On va essayer de voir comment on peut essayer de vivre ensemble avec toutes ces questions-là juste après la pub. Avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement avec nos invités Charlotte Dornelas, Linda Kebab. On a dû remercier l'imam Bajafil et on a toujours Linda Latif Hachet. Décidément, c'est compliqué cette émission. Malik Kétou, tu voulais rebondir sur Pharos, je crois. Oui, alors moi je voulais poser une question à Linda Kebab parce que c'est vrai que aujourd'hui, là on a abordé le sujet de manière un peu théologique, c'est un peu technique et je peux le comprendre, c'est pas trop votre domaine, mais sur le terme, sur la sécurité, par contre, là, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur Pharos. On sait que sur les réseaux sociaux, on sait que une personne qui se radicalise peut aussi se radicaliser sur les réseaux sociaux. Pas obligatoirement dans une mosquée. On a eu des individus qui vivaient en Normandie, qui étaient d'une famille très modeste, peut-être même catho des fois, et qui se sont radicalisés sur les réseaux sociaux et qui se sont rendus en Syrie commettre des atrocités. Comment on fait aujourd'hui avec les moyens qui vous sont donnés pour efficacement lutter contre ces sites djihadistes? Et puis surtout pour le référencement de tout à l'heure, Bachrafi nous parlait de Google, il suffit de taper islam et puis on tombe sur 5 sites salafistes. Comment on peut vous aider pour mieux que ça fonctionne? À part les moyens évidemment. Pas que les réseaux sociaux, également des sites, des forums. Il y a eu une très très forte, un gros recrutement, notamment autour de 2010, sur des sites qui ont depuis, pour la plupart, été fermés. Le problème de Pharos, je vais vous décevoir, c'est encore un problème de moyens, mais pas seulement de moyens humains, c'est un problème de réglementaire et législatif. Moi, j'ai fait l'objet, par exemple, d'un raid numérique il y a quelques mois, et mes collègues m'appellent en me disant écoute, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander à Twitter de supprimer, mais on peut rien faire. On peut rien faire. Toi, tu peux aller déposer plainte éventuellement parce qu'il y a une commission d'infraction. Ce que chacun peut faire quand il est témoin, notamment d'un tweet ou d'une publication sur les réseaux sociaux ou même sur un site, parce qu'il est témoin d'une infraction, notamment une incitation à la haine ou une apologie du terrorisme. Après, c'est aussi une question de volonté individuelle. Pharos n'a pas le moyen. D'ailleurs, quand on parle de renforcer les effectifs, c'est aussi finalement une reconnaissance de ce problème-là. Et puis il y a un problème réglementaire. Quand vous dites ça, quand vous me dites... je suis là pour vous dire la vérité. J'entends bien, non mais quand des fonctionnaires de police me disent mais on ne peut rien faire, parce que ça arrive des fois sur des plaintes, on ne peut rien faire, c'est pas un aveu... Mais parce que je vous disais en début de propos, on est souvent en retard, et notamment sur l'aspect législatif et réglementaire sur cette question-là. On ne sait pas enclencher finalement, toujours l'article 40, vous savez, c'est le fait de constater une commission d'infraction et de saisir le procureur, même si on n'est pas soi-même victime, mais on saisit le procureur pour qu'il puisse ouvrir une procédure. Mais on peut pas toujours le faire, et puis bon, on est quand même 65 millions d'habitants minimum, on peut pas être derrière notamment par exemple le Tchétchène qui est à l'origine du massacre de ce professeur. Ça faisait plusieurs tweets déjà qui évoquaient une apologie politique, parce qu'on les a tous entendus. On n'a pas les moyens de tout surveiller. Après, charge aussi du coup aux réseaux sociaux d'être sous la coupe d'une législation dans le pays où ils se développent, en l'occurrence en France. Mais est-ce que finalement il y a une coercition à leur égard? Non, il n'y a pas de coercition à leur égard. Parce que, on parlait de pot de terre contre le pot de fer, mais c'est un peu ça. Le capital d'un site américain qui arrive et qui phagocyte tout sur son chemin, dont la législation française, on arrive encore à imposer certaines choses, c'est bien, mais c'est encore insuffisant, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous pouvez faire une apologie du terrorisme, une incitation à la haine. Si Twitter estime qu'il n'a pas envie de le supprimer ou de saisir la justice pour ça, il ne le fait pas. Ouais. Charlotte Dornelas, on a entendu toutes les personnalités politiques expliquer qu'il y avait une responsabilité des réseaux sociaux sur cet acte terroriste, et en même temps, qui
qu'il fallait, de par les signalements, agir, et on nous ressort la loi Avia, donc avec une nouvelle version, en toute transparence. Est-ce que vous pensez que ce soit possible? La première version a été clairement censurée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que franchement, on a les capacités juridiques, financières, de contenir la haine sur les réseaux sociaux? On est tous d'accord pour savoir que c'est important. On a tous été plus ou moins victimes de cyberharcèlement. Comment on fait réellement? Non, mais c'est surtout que, pour revenir simplement sur les réseaux sociaux, l'État français, en fait, pour prendre quelque chose de très simple, ne réussit pas à faire payer des impôts Non mais franchement, s'il y a bien un domaine dans lequel l'État français est très efficace en général, c'est pour faire payer des impôts. Donc s'il arrive, donc s'il arrive pas à contraindre même fiscalement ces réseaux sociaux, alors que ça fait des années qu'ils travaillent dessus, parce que pour le coup, ce serait une manne financière dont la France pourrait bénéficier, à juste titre. Je vois pas comment elle va pouvoir les contraindre. Donc qu'est-ce qu'elle avait trouvé? Qu'est-ce que l'État français avait trouvé? C'est-à-dire de remettre entre les mains des réseaux sociaux eux-mêmes le devoir en 24 heures de supprimer ce qu'il appelait un propos haineux, sans que jamais le terme propos haineux ne soit défini, d'une part, et secondement, ils le remettent du coup à des boîtes privées qui, elles, ont des lignes idéologiques, politiques, qu'elles assument, et c'est bien leur droit, c'est des boîtes privées, mais du coup, qui seraient chargées de la censure à la place de l'État et en fonction de lois qui en plus ne sont pas françaises mais américaines, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en fait sur la liberté d'expression, pour faire très simple. Donc en fait, c'est un serpent de mer qu'on nous ressort à chaque fois. Et là où je dis que pour moi c'est de la lâcheté, c'est qu'à la fin d'un attentat, quand on vise l'outil au lieu de viser la cause, c'est de la lâcheté, pardon. Mais les réseaux sociaux, encore une fois, et sur tous les sujets, c'est l'argument facile. À chaque fois qu'il se passe un truc via des réseaux sociaux, on explique que le problème c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est exactement comme quand on nous explique qu'on va interdire la vente de mortiers d'artifice au lieu d'essayer de comprendre qui est derrière le mortier d'artifice, en fait. Donc si demain on a un terroriste qui arrive avec une bombe dans une poussette, on va interdire les poussettes. Enfin, ça n'a. Oui, c'est vrai. Je prends un exemple volontairement caricatural, mais exactement. C'est pas les voitures qui sont folles, quoi, pour reprendre un petit peu le. Voilà, exactement. Donc en fait, les réseaux sociaux. Après, c'est une question à la fois d'éducation. C'est une question d'éducation même à l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut accepter aussi, et ça, le politique a parfois du mal, que certaines mesures, et vu les défis là qu'on a, dont on parle depuis tout à l'heure, que ça va prendre énormément de temps et que effectivement on n'aura pas une solution en une semaine. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. J'ai l'impression qu'on est en urgence. Je veux dire, la France ne tiendra pas encore un attentat comme ça. On n'a pas. Malheureusement, j'ai peur que ça arrive parce que d'abord l'État ou la police n'est pas omnipotente. C'est absolument impossible. Et quand vous avez des gens maintenant qui sortent de chez eux avec un couteau et qui décident d'aller faire ce qu'ils veulent. Alors là, en effet, on avait une histoire au long cours qui nous a tous terrifiés, évidemment. Mais là, encore une fois, on peut remettre des personnes sur les renseignements et je pense que c'est nécessaire pour le reste. Mais là, dans cette histoire, la note des renseignements, elle était sortie lundi. Dans l'école, la directrice savait qu'il y avait une menace. On savait que cette menace venait d'un parent d'élève qui était connu à la fois de la police, qui venait avec un agitateur public connu, fiché, tout ce qu'on veut, sur lequel avait déjà pesé une demande de déchéance de nationalité. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on savait tout. Est-ce que la temporalité a pas pris de cours quelque part institutionnelle aussi. Vous pensez que c'est la lâcheté? Oui, je suis désolée, je vais avoir un discours un petit peu dur, mais il y a une véritable lâcheté institutionnelle sur ces questions-là, mais pas seulement sur ces questions, sur toutes les questions de violence, sur les questions identitaires, sur les questions communautaires. Il y a toujours une véritable couardise administrative. C'est toujours difficile d'assumer qu'en effet il y a un échec au sein d'une école, par exemple. En l'occurrence, c'est un service du service public. Donc du coup, pour une hiérarchie, pour un directeur, donc un chef de service, en l'occurrence un proviseur ou un principal, mais on a les mêmes problèmes dans les on a le même problème dans les hôpitaux publics, où à chaque fois, finalement, reconnaître qu'il y a un problème pour lequel il faut faire intervenir la coercition, c'est-à-dire un service de police, par exemple, c'est reconnaître qu'il y a un échec en amont, et c'est quelque chose qui est presque tabou dans l'administration française. On n'aime pas la sanction. On n'aime pas la sanction, mais on n'aime pas aussi reconnaître qu'il y a un problème, tout simplement. Parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de sanction, il s'agit de protéger un professeur. Et sur cette question-là, c'est de dire que finalement, l'éducation nationale, en amont, n'a pas été en mesure d'être, vous savez, ce tampon, un peu ce mur qui fait que le professeur est protégé dans ce sanctuaire qui est l'école. Et il y a un échec. S'il avait été soutenu plus fermement,
au sein de l'établissement. On peut pas refaire l'histoire puisque c'est dramatique. Là, c'est à la sortie des cours. Ça aurait pu être du coup le week-end. Il aurait pu suivre chez lui et attendre le dimanche qu'il aille faire son marché. Il a payé des élèves aussi. Tout est possible. Oui, ouais, tout est possible de toute manière. Il y a aussi le rôle des élèves. Ça vous choque justement sur ces deux élèves mineurs qui sont aujourd'hui accusés de complicité criminelle? Ça choque. Après, c'est vrai qu'on dit voilà, ils sont très jeunes, 14-15 ans. Donc c'est la justice voilà qui sait mettre aussi des garde-fous là-dessus et qui dit que en l'occurrence entre 13 et 16 ans, les responsabilités pénales elles existent mais elles sont limitées et du coup c'est d'où le contrôle judiciaire plutôt que l'emprisonnement, que la détention provisoire. Ça c'est des questions de justice, mais en réalité c'est quelle est la relation et je rebondis un peu sur les propos de Charlotte de tout à l'heure. C'est pas tant le problème de l'islam de France, c'est quelle relation ont les jeunes musulmans qui sont en général originaires des communautés du Maghreb ou des pays subsahariens ont avec la France en fait tout simplement. À quel moment est-ce qu'un jeune se sent suffisamment français pour dire qu'il doit être solidaire aussi de son concitoyen qui n'est pas de sa confession? À quel moment est-ce qu'il a le sentiment que l'éducation nationale, l'institution policière, la justice, l'hôpital public n'est pas contre sa confession, contre son ethnie? C'est aussi la lutte contre un discours finalement qui est politique, c'est pas qu'un problème idéologique. Je l'évoque dans ce livre où les arabes de service. Voilà, où finalement on apprend aux jeunes aujourd'hui qu'on ne peut pas être un acteur du service public si on ne renie pas son patrimoine familial. Enfin, je trouve ça complètement affolant, où on ressasse finalement dans l'esprit de beaucoup d'enfants et des personnes, et même des journalistes qui ont pignon sur les médias, qu'on entend très régulièrement, qui disent à des jeunes, si tu t'engages dans l'armée, dans la police, même dans l'éducation nationale, et en l'occurrence dans un programme qui est totalement laïque et républicain, tu renies ton patrimoine, tu es un harki, tu n'es pas musulman. Et ces gamins-là, quand vous leur ressassez ça, moi je me suis pris des arabes de service, de gens qui ne me connaissent pas, et qui disaient parce que tu es policière et tu défends une institution policière, tu es contre l'islam. Je dis mais attends, mon métier c'est de courir après les voleurs, après les fumeurs de drogue, après les gens qui battent. Qu'est-ce qu'il y a d'incompatible avec l'islam en fait? Et juste ça, de leur apprendre aux enfants et leur dire mais les institutions, le service public français, il est totalement compatible avec les valeurs de l'islam, de ta religion. Au contraire, quand je prends une anecdote très rapide, mais qui a énormément fait couler d'encre. Il y a quelques semaines, il y a un rappeur qui a été interpellé dans les rues de Paris. Bon, il fumait son cannabis en présence de sa femme et de son enfant. Les policiers l'interpellent parce qu'en plus de ne pas avoir son masque, il est en train de commettre une infraction. Et ils l'interpellent et au début, il fait semblant de ne pas les entendre. Ils insistent et au final, il les insulte. Et il insulte les mamans de ces policiers. Mokfeha ou Feha, ta mère, je lui fais ci, ta mère, je lui fais ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'Algériens, qu'est-ce qu'il y a de musulmans? Et quand j'ai pris une position en faveur de l'opération de police en expliquant pourquoi ils l'ont interpellé, consommation de drogue, non-port du masque dans une rue où il y avait une forte densité, je me prends des insultes en retour, aidé souvent de personnes, des idéologues qui sont des journalistes, qui sont des associatifs, etc., sur les réseaux sociaux qui engagent les raids numériques en disant « Vous vous rendez compte, elle se positionne pour la police contre les Arabes et les musulmans ». Je dis mais en fait ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est contre ta religion. Ça reste juste un délinquant. C'est quelqu'un qui fume une drogue, qui insulte. Donc en quoi tu peux t'associer et t'identifier à lui si ce n'est pour des raisons ethniques? Et pourquoi est-ce que tu fais ce choix-là? C'est ce discours-là qu'on doit aussi servir aux enfants. Latifa, une question plutôt politique pour le coup, parce que quand j'entends le discours de Linda Kebab, moi je le connais ce discours, je le connais vraiment parce que j'ai moi-même porté un jour l'uniforme et je travaille encore dans un métier qui y ressemble, donc je connais ce discours. Qu'est-ce que vous répondez sur l'identité? C'est-à-dire ces jeunes Français et Rose qui s'y présentent, on est déjà parti dans des écoles et on a déjà posé des questions dans des quartiers populaires. Vous êtes Français? Est-ce que vous êtes Français? Et très peu de mains se lèvent. Pourquoi ces jeunes ne se sentent pas Français? Alors pourquoi je ne vais pas vous y répondre comme ça. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que je fais également ce travail, notamment grâce à mon livre, sur des discours comme celui que je viens d'entendre, Madame Kebab. Moi-même, étant élue dans ma commune, j'ai été traitée de collabeur, de beurette de service, etc. Donc ça n'épargne pas non plus les élus. Non, ça n'épargne pas non plus les élus ou les acteurs de terrain. J'en ai été aussi... je l'ai reçu en pleine face, alors que justement, mon objectif, c'était d'aller créer du lien où il n'y en a pas. Et je voudrais juste un instant qu'on essaye aussi un petit peu, ne pas être uniquement sur la question de l'identité, mais aussi sur la question sociale. Moi, j'interviens par exemple, dans les milieux scolaires, dans les quartiers poétiques de la ville, où on cumule un certain nombre de difficultés économiques, culturelles, sociales. Donc parfois, il manque effectivement un certain nombre de repères. Il y a aussi l'histoire avec la colonisation. D'ailleurs, il y a un excellent reportage qui a été diffusé sur France 2. Et je pense qu'il faut prendre le temps de ces explications et dire et affirmer qu'on est français. Moi, chaque fois que j'ai la possibilité de le faire et de discuter avec ces jeunes, c'est de le faire et d'apporter. On ne dit pas assez à ces gamins qu'ils sont français? Je pense qu'il y a quelque chose à créer, du lien à créer. Moi, l'hymne national, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est mon grand frère qui me l'a appris.
Donc, moi, je l'ai appris à l'école. Moi, je l'ai pas appris à l'école, on me l'a jamais appris à l'école. Ah, si, moi, je l'ai appris, je l'ai même chanté devant la mairie. Ça, je l'ai chanté très régulièrement, je le fais très régulièrement, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir, mais le faire de façon dépassionnée. Et le souci qu'on a, c'est que c'est systématiquement au lendemain d'événements dramatiques que cela arrive, alors que nous devrions le faire, et là je rejoins également Linda, c'est que nous devrions le faire dans un contexte beaucoup plus apaisé pour aborder dans le fond ces questions-là qui sont légitimes, qui peuvent inquiéter et sur lesquelles nous avons des solutions. Les acteurs de terrain, moi je suis élue mais il y en a d'autres, des acteurs associatifs également, ont des solutions à apporter, des médiations à créer, de la lumière à apporter. Donc une fois de plus, moi je pense que nous pouvons répondre à ces questions-là en apportant beaucoup plus, la question du savoir, lutter contre l'ignorance, c'est la meilleure des armes. Et je voudrais juste citer Victor Hugo, parce que c'est quelqu'un qu'on devrait écouter en ces temps un petit peu difficiles. Je suis devant le micro. Je suis devant le micro. Donc, messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Vous faites des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère. Je pense qu'on doit aussi avoir cet élément en tête pour pouvoir agir. Et je reviens sur la question des moyens qui sont alloués, qui sont largement insuffisants. Depuis l'ère de Nicolas Sarkozy, donc depuis la droite, 13 000 postes supprimés. Qu'est-ce qui a été fait concrètement, par exemple, pour renforcer les moyens des forces de l'ordre? Voilà une question, moi, que je pose à nos gouvernants. Plus de moyens, moins de misère. On va en débattre avec Charlotte Delan, parce que je sens que la question sociale l'intéresse particulièrement, juste également après aussi. la pub. 17h, 19h, l'actu autrement avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement pour clore cette émission avec toujours nos invités. Donc on a Linda Kebab, Charlotte Dornella, Latif Hachet et mon ami Malik Kétou. On était sur la question sociale. Latif Hachet nous expliquait que au final, la question sociale, ou en tout cas l'environnement, pouvait être propice justement au développement d'un certain nombre de choses, la délinquance, mais aussi les questions d'islamisme. Je crois que ça vous a fait un petit peu réagir, Charlotte. Ça m'a fait réagir parce que cette question sociale, elle existe évidemment, mais elle n'existe pas dans ces quartiers, pas que dans ces quartiers-là aujourd'hui en France. Or, les conséquences que vous prêter à la question sociale dans ces quartiers-là n'existe pas, ces conséquences-là, pas du tout de la même manière dans d'autres quartiers. Donc il y a bien quelque chose en plus. C'est ça que je veux dire. Et les politiques de la ville, par ailleurs, la ruralité n'en a pas eu et on n'a pas du tout la même forme de délinquance. En tout cas, on n'a pas du tout un détachement absolu de l'identité même du pays dans les zones rurales qu'on a pourtant dans les zones, dans les quartiers prioritaires ou, appelons-les comme on veut, quoi. Les quartiers problématiques, prioritaires de la ville. Voilà. Non, moi, ce que je vois, c'est que la question sociale existe partout en France, c'est une certitude. La question des moyens, elle existe dans tous les services publics. On le voit avec le Covid à l'hôpital. Évidemment, non, mais il y a cette question-là. Mais ça ne fera jamais. Tout à l'heure, Rose, vous posiez la question est-ce qu'on n'a pas assez dit à ces enfants qu'ils étaient français? Ça, c'est pas une question de fric. Enfin, je crois pas, quoi. Oui. L'attachement. Donc, on a un problème avec le patriotisme français. Non, mais moi, pour répondre, c'est pas qu'on n'a pas dit à ces enfants qu'ils étaient français, c'est qu'on n'explique plus à aucun enfant ce qu'est la France. C'est deux choses très différentes. Il y a qu'à voir tous les discours. On nous parle en permanence de la République. La République, c'est un mode de gouvernement, ça n'est pas une identité. Donc la République, elle a été déjà contestée dans l'histoire de France. Là, je crois aujourd'hui, c'est pas le sujet. Moi, j'entends personne s'exciter en disant je tue au nom de la République ou contre la République, etc. Donc le sujet. Mais là, c'est pas quelques mouvements sociaux, pas la République, c'est la question comme les gilets jaunes. Non, mais c'est la question de c'est un rejet de la République. Les Black Blocs qui caillassent les policiers, c'est une question de politique de rejet de la République. Oui, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas philosophique. Ils veulent pas autre chose à la place d'une république. Ils veulent juste l'anarchie, en fait. Oui, donc c'est l'ordre qui conteste, quoi. Okay. Et du coup, la question, c'est que aujourd'hui République et France, et l'identité française, elle est pas célébrée. Non, elle a été déconstruite, en fait. C'est même pas qu'on a oublié de l'enseigner ou alors qu'on n'a pas assez dit, etc. Pendant 40 ans, on nous a expliqué d'abord le droit à la différence. Au moment des premières vagues d'immigration, on nous a expliqué qu'il fallait un droit à la différence. Mais comment voulez-vous qu'au bout de 40 ans de droit à la différence installé partout, les gens se disent « Ah bah ça y est, on est pareil ». Si tout le monde a droit à la différence, on ne sera jamais pareil, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Là, je vise SOS Racisme. Moi, je les vise aussi. Ensuite, il y a eu la question. Moi, je viendrai sur des plateaux télé aujourd'hui venir me expliquer. Là, il y a une responsabilité énorme dans l'appartenance nationale, ça c'est sûr. Là-dessus, il y a la question des origines. Vous avez raconté comment dire je sais plus. Aussi, le beurette de service, arabe de service, etc. Mais moi, le nombre de fois où, à l'inverse, on m'a dit et toi, tu as des origines ou pas? Non mais pardon, mais tout le monde en a des origines en fait. Et être né en France d'une famille qui est là depuis 1000 ans, c'est aussi avoir une origine qui est en l'occurrence une origine française
qu'on devrait tous avoir ensemble, puisque précisément la culture et l'héritage français, il est culturel, il est politique, et la France n'a jamais été une race. Donc mais ça, c'est le résultat d'un discours politique, en fait. Pourquoi est-ce que on avait le droit, c'est ça, on glorifiait toutes les... en fait, on a voulu le multiculturalisme sans jamais le prôner. C'est ça la vérité, c'est que chacun avait le droit de venir comme il était. Donc c'est pas qu'on n'a pas expliqué aux gens qu'ils étaient français, c'est que quasiment, si je devais le dire de manière un peu provocante, mais c'est qu'on leur a dit trop vite qu'ils l'étaient, en fait. C'est compliqué de devenir... Non mais je sais très bien ce que vous allez me dire, mais là je parle des premières vagues d'immigration. Oui. Allez-y. Non, mais allez-y, on a le droit de s'interrompre. Hein. Non, mais en l'occurrence, par rapport à ce que vous dites, c'est pas qu'on leur a dit trop rapidement qu'ils étaient français. Je pense que là, on parle de personnes qui vivent aussi une discrimination du fait de leurs origines supposées. Et ces personnes-là, pardonnez-moi, mais dans les ghettos, elles ne sont pas décidées un jour de se lever et de se dire moi, je décide d'aller vivre seule et en cumulant un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y a une véritable responsabilité, gauche comme droite d'ailleurs, sur ces questions-là. C'est pas une question de dire on les a trop rapidement considérés comme français, mais que leur a-t-on donné comme outil pour qu'ils soient pleinement citoyens. Donc pardonnez-moi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais si, mais les deux se cumulent. En fait. Du coup, il y a un regard peut-être pas assez français. Non, mais il y a peut-être. Enfin, moi, je suis pas sûre qu'on leur a dit trop vite qu'ils étaient français, mais est-ce que dans le regard, on les a réellement regardés comme des Français quand on leur dit. Je vais citer Malika Sorel. Malika Sorel, c'est quand on leur dit soyez ce que vous êtes ou ce droit à la différence, quelque part, on voit pas des Français. Précisément, mais c'est ce que je vous dis. Mais moi, j'étais pas SOS racisme. Là, je plaide non coupable. Mais moi, j'ai un problème avec eux en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que Malika Sorel expliquait quelque chose d'intéressant dans un de ses premiers livres. Donc, c'est une femme qui est née en France, qui est repartie en Algérie, et à 18 ans, a dit à ses parents je suis tombée amoureuse de tout ce qu'est la France, sa culture, sa gastronomie, tout. Je veux devenir française. Et elle explique dans son bouquin, elle dit, vous n'imaginez pas la violence que c'est, parce que devenir français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais inscrire mes enfants dans une histoire qui est différente de celle de mes propres ancêtres. C'est un arrachement énorme. Quand Charles Aznavour, lui-même, qui est resté un ambassadeur de l'Arménie, il n'a jamais renié ses origines, et il a dit lui-même, pour devenir complètement français, j'ai dû renoncer à une part de mon arménité. C'est beau cette phrase, enfin, c'est beau, c'est évident en fait si vous voulez vraiment devenir complet. Et ça, cette exigence-là, c'est pour ça que je dis on leur a dit qu'ils étaient français trop vite. C'était évidemment une provocation. La plupart aujourd'hui sont nés en France, donc on leur a même pas dit trop vite ou pas assez vite. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, même ceux qui sont de la deuxième, troisième génération, pour parler comme ça, la deuxième ou de la troisième génération, il reste un support culturel qui parfois est extrêmement différent, qui est très étranger en fait. C'est pas forcément grave. Ça veut dire qu'il va falloir plus de temps. Or, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là, notamment à l'école ? On va s'adapter à ça, en fait. Et dans ces quartiers-là, on va apprendre autre chose. L'histoire, on va adapter, puis on va faire un peu de leur histoire de leur pays d'origine et un peu de l'histoire de France. Charlotte, s'adapter au fait que parfois, il y a des enseignants qui ne sont pas remplacés dans des quartiers. Ah oui, non, mais ça aussi. Non, mais sur la question des moyens, on est d'accord. Il faut le dire clairement. C'est pas des gamins qui refusent à un moment donné cette histoire-là. C'est quels sont les moyens. Bah oui, mais pourquoi ? C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là. On parle beaucoup du roman national, parce que là, on est sur la question d'identité. On s'accorde tous. Et alors moi, la première sur la question des moyens. Mais justement sur ce roman national. Alors moi, j'aime pas les visions romancées parce que l'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais est-ce que justement, on n'a pas fait suffisamment participer les héros qui pouvaient avoir des origines et dont du Maghreb. Moi, je trouve qu'on célèbre pas suffisamment les tirailleurs sénégalais. En fait, on ne célèbre plus personne. Oui, voilà. Mais à plus forte raison, l'histoire mais le aussi problème, de ces gamins. c'est que quand vous voulez déconstruire, quand le discours, notamment sur l'histoire de France, a été extrêmement culpabilisateur après la période du roman national, on a focalisé sur tout ce qui était culpabilisant et on entendait au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui était culpabilisant ? L'histoire qu'on avait en commun avec les pays d'origine des gens qui devaient devenir français. Donc, vous dites à quelqu'un, viens, on t'explique pas vraiment ce que c'est, tu vas le faire normalement, mais par ailleurs, on va t'expliquer toutes les raisons que toi, tu as, avec ton origine, de détester la France. Et à la fin, au bout de 40 ans, on se dit, tiens, pourquoi ça n'a pas marché ? Non, mais je suis d'accord. Il y a une réalité dans le discours, et on en avait discuté la dernière fois, c'est... On a une vraie problématique. C'est ce que j'expliquais à un individu que j'avais déjà interpellé. C'est sur la culture. Il avait un rapport humain totalement différent du nôtre. C'est-à-dire que cet individu était porteur d'un couteau. Et il m'expliquait, ça sert à me défendre. Et je lui dis donc, le défendre contre qui ? Je lui explique la situation. Il me dit, contre une personne qui peut m'agresser et vice-versa. Et il me dit, moi, je viens de Mauritanie. Et en Mauritanie, quand on a un problème, on utilise des couteaux, on se défend. Donc, il avait un logiciel mauritanien. Arrivé en France,
il s'est pas adapté au logiciel français. C'est comme si que vous preniez un logiciel. Certaines choses, mais là, en tout cas, sur ça. Sur les phénomènes de violence, on parle d'identité, on parle sur certains points. C'est-à-dire que il avait un logiciel Windows, tu le mets sur un Mac, ça peut pas fonctionner. Donc l'idée, c'est que en France, on continue à recevoir des gens issus d'immigration dans notre pays, mais on ne les intègre pas et on ne les assimile pas. Au même titre que pour les deux. C'est-à-dire qu'on peut continuer, on peut se balader dans les rues de Paris. Vous allez voir, il y a plein de tentes. Et ces gens-là, on n'en fait pas des Français. Et je comprends que dans 10 ans, on aura encore les mêmes problématiques. Au même titre que quand on est un individu qui vient de loin, la première chose qu'on essaie de faire, c'est quoi ? C'est de retrouver une petite part de son origine. Donc on se retrouve dans les quartiers, on se retrouve en fonction des communautés, et donc on ne s'intègre pas à la nation. Et il y a une responsabilité aussi pour le coup des politiques, c'est-à-dire que les politiques ont un petit peu orienté ces populations dans certains quartiers, donc d'où la concentration de ces populations. Dans certains, il y a une ghettoisation, et elle est même, j'ai l'impression, beaucoup plus importante aujourd'hui. En tout cas, nous on le constate sur le terrain, où il y a une ghettoisation beaucoup plus importante des populations selon leur ethnie, qui y a en 30 ans, où c'était plus, vraiment c'était multiculturel, multiethnique, c'était vraiment la question sociale qui nous réunissait. Aujourd'hui, c'est plus seulement la question sociale, c'est aussi la question ethnique. Donc c'est pas que dans 10 ans ce sera la même chose, c'est que dans 10 ans, moi j'ai le sentiment que ça va être pire en fait. On reproche en effet, et en réalité vos arguments à toutes les deux ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a ghettoisé donc des populations qui ont eu des enfants, et ces jeunes-là ne se sont pas identifiés en tant que Français, puisque entre eux, avec des familles qui elles ne sont pas françaises, de toute manière des parents qui ne sont pas français, ne peuvent pas s'identifier sur le territoire français, parce que pour eux la France c'est quoi ? C'est la misère sociale, c'est la discrimination à l'embauche, c'est une école. Je raconte dans mon livre comment est-ce que j'arrive avec mon amour des mots français devant ma conseillère d'orientation qui me dit allez faire le secrétariat. Alors que moi je lui parlais de faire un bac L. Elle me dit mais vous comprenez, vos parents ils parlent pas français. Et donc je me suis quand même orientée, je me suis pas dit le système veut pas de moi, je vais sombrer dans la délinquance. Vous avez terminé gardienne de la paix. Non, alors pour être tout à fait honnête, vous n'avez pas lu le livre. En fait, j'ai obtenu mon bac L finalement. J'ai obtenu mon bac L envers et contre tout parce que mon meilleur professeur de français c'était Émile Zola. Malheureusement mes parents sont décédés, j'étais adolescente, donc il a fallu que je m'occupe de moi, de mes petits frères, et donc du coup de rentrer dans la vie professionnelle. Et j'adore ce métier et je le regrette pas. Mais ce que je veux dire c'est aussi ça en fait. C'est ça fait partie de cette histoire. Donc d'un côté aussi on leur a pas appris à être français. En tout cas on leur a pas appris qu'est-ce qu'était la France. Et de l'autre côté, il y a aussi, il faut le reconnaître, des territoires qui ne sont pas abandonnés, qui ne sont pas perdus, mais qui sont, de mon point de vue, abandonnés, qu'on a abandonnés à des idéologues qui vont vers les gamins en disant « Tu as vu comment tu as abandonné ? La France répercute sur toi des schémas colonialistes, esclavagistes. » Des collectifs ou des associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations. Quand je suis désolée, Rose, je vais m'en prendre un petit peu à vous, mais quand vous invitez sur le plateau une dame qui va dans les quartiers dire « Vous savez, vous les Noirs et les Arabes, quand les policiers vous demandent votre pièce d'identité, ils reproduisent sur vous le schéma média, c'est ça ? Non, même vous, je crois que vous l'avez invité, Madame Traoré, sur votre plateau, non ? Alors, moi, j'ai fait un live où je l'ai particulièrement contredite et on m'en a voulu. Le problème, c'est que dans les quartiers, elle va voir, mais vraiment ouvertement, des enfants en disant votre pièce d'identité, le passeport français, c'est un marquage esclavagiste. Oui, c'est un marquage colonial. C'est hyper dangereux. Et elle s'adresse à des jeunes. Et elle s'adresse à des jeunes qui ont. Mais pourquoi elle peut le faire ? Mais pourquoi elle peut le faire ? Parce que l'éducation nationale ne veut pas le faire. En tout cas, la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui donne pas les moyens. Et là, je vous retrouve là-dessus, qui donne pas les moyens justement à l'éducation nationale de contrebalancer. Les collectivités locales n'ont plus les moyens d'avoir des éducateurs, des médiateurs dans les quartiers. Mais la seule institution qu'on voit... Bien sûr, il y a évidemment la volonté politique. Moi, je suis syndicaliste, donc je ne peux que fustiger le manque de progressisme social. Est-ce qu'on n'est pas enfermé au final entre ceux qui attisent justement cette détestation et ce rejet et ceux qui n'osent surtout pas parler de ces questions-là ? On l'a dit tout à l'heure, la religion, la colonie, la guerre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au final, personne n'ose parler de rien. En tout cas, ceux qui prennent la parole ne sont pas forcément effectivement ceux qui sont dans une volonté d'apaisement, d'intégration, ou en tout cas de vivre ensemble. Et puis de l'autre côté, des gens qui s'empêchent totalement de parler des sujets, parce qu'on peut aussi parler de la colonisation sans être dans le fantasme de l'Algérie française ou sans être dans les bienfaits de la colonisation. Donc au final, on est un peu enfermé quelque part dans ces deux schémas-là. On peut dénoncer et la colonisation et revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je veux dire, moi j'ai une histoire avec l'Algérie, en tout cas ma famille a une histoire avec l'Algérie qui est celle de la majorité des Maghrébins de France, c'est-à-dire une histoire tout à fait normale avec des parents qui ont quitté l'Algérie pour des questions économiques et sociales, mais ils ne sont pas venus en France avec une volonté nihiliste de déconstruction. C'est aussi la question de l'éducation familiale et des valeurs qui sont amenées au sein de cette première évolution humaine qui est la famille, avec des parents qui vous enseignent finalement la déconstruction, la vengeance contre l'État
l'État qui a nui à l'aïeul et à l'ancêtre, ou alors la construction dans cette société dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous allons probablement mourir, dans laquelle vont naître nos enfants. Est-ce que finalement on est dans une démarche de construction de ce territoire et de le partager avec des personnes qui ne sont pas de la même ethnie, qui ne sont pas de la même religion, mais où on se retrouve sur des valeurs qui sont communes. On le voit sur la question des sépultures, on a de plus en plus de carrés musulmans en France. Oui, c'est un marqueur, à mon avis, le plus intégrant possible quand on décide de plus faire entrer, oui, y compris sur les mariages mixtes. C'est-à-dire que je crois que c'est un quart de mariage mixte, et donc c'est là aussi. On voit que le travail, mais en réalité, non, mais on n'est pas en train de parler d'un problème majeur. On est en train de parler de quelque chose qui est mineur, mais qui gangrène l'ensemble. Il suffit d'avoir mal à un doigt pour souffrir de tout son corps. Et aujourd'hui, c'est le problème. Il suffit d'un fou pour un drame. Il suffit d'un terroriste pour un attentat. Et la question, elle est là. Que ça nous pousse quand même aujourd'hui à nous questionner plus sérieusement, c'est-à-dire sur la question identitaire. C'est-à-dire que moi, je crois que dans les quartiers, moi mon père, il me levait tous les 14 juillet le matin pour voir l'armée française défiler. Vous voyez, donc je pense véritablement, et j'aime beaucoup le dire en plus, et je le remercie parce qu'il a fait un travail, alors qu'il n'est pas français, il a fait un travail réel d'éducation, c'est-à-dire on est en France, on respecte les valeurs françaises, on respecte la République, et au même titre, il allait plus loin, il me dit on est des invités, vous voyez, donc on devait se comporter à notre portée, c'est-à-dire on devait rester à notre place. Bon, moi je suis né français, donc... Discours qu'on va moins partager aujourd'hui. Non, mais discours de mon père, qui lui venait d'Algérie, qui de fait était invité. Et qui était invité pour le coup, de fait, donc lui il avait ce discours-là. Ensuite, moi, me concernant, évidemment, je suis pleinement français, et donc j'adhère à l'histoire de France, à son histoire, j'ai pas de problématique là-dessus, mais je trouve que le travail de transmission n'est plus fait à l'éducation nationale. Et ça pose un problème aussi bien pour nos jeunes. Ça pose aussi la question que l'on pose, le regard que l'on pose justement sur cette jeunesse. Et j'en reviens, parce que c'est vraiment ce qui, moi, m'anime en tant que militante, c'est ce travail de proximité, de citoyenneté de partout, parce qu'on dit souvent que, par exemple, il manque des effectifs de police, c'est vrai, mais il manque beaucoup plus de services publics dans toutes, que ce soit dans les territoires ruraux, vous en avez parlé tout à l'heure, mais également dans les quartiers. Je pense que la France doit être présente à travers les différents services qu'elle puisse offrir à sa population, et c'est là où le bas blesse. Et tant que nous aurons malheureusement des discours uniquement sur les conséquences et pas en allant directement chercher les causes de ce fléau, on continuera à avoir malheureusement des débats comme cela. Et je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de regarder les choses en face et d'accompagner les personnes pour éviter au maximum des phénomènes de délinquance ou autres. Ou de fracture identitaire, le face-à-face. Le fameux face-à-face. Mais c'est aussi le regard que l'on pose sur Mais on est sur sur une jeunesse. temporalité beaucoup plus longue au final, parce que la question identitaire, on avait quand même un président qui a, alors de par un ministère, essayé de créer le ministère de l'identité nationale. Alors, c'était une tentative qui a encore une fois échoué, mais c'est un temps long. L'identité. L'idée était bonne, mais l'idée n'a pas du tout été saisie par la gauche, qui encore une fois, on en a fait une question. L'identité française. Du coup, on en a fait une question politique. Elle l'a détestée, elle l'a fracassée, l'identité française, la gauche. C'est pas qu'elle l'a pas compris ou qu'elle s'est dit c'est maladroit ou ça va pas se faire correctement. Elle ne voulait pas de ça parce qu'il y avait une entreprise déconstructrice de ce qu'était la France en général. C'est l'apprentissage de l'histoire de France, ça ne s'est pas mal fait ou pas fait simplement dans les quartiers. Tous les Français en ont bénéficié. C'est-à-dire que vous voyez le niveau aujourd'hui même de l'appartenance tout simplement à ce pays. D'ailleurs, ça nous pose... C'est très lié à l'individualisme. Ça fait 40 ans que petit à petit, ce pays est une somme d'individus. Alors, il y a des individus qui sont là depuis longtemps, d'autres depuis pas longtemps, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Puisqu'on n'a plus d'appartenance nationale, en fait, on n'appartient plus à un pays, on va chercher des gloires, on va chercher des fiertés ailleurs. Et ça explique notamment, d'ailleurs, le fait que, oui, il y a des conversions parmi des conversions à l'islamisme parmi les jeunes musulmans, mais vous le disiez tout à l'heure, il y en a eu dans d'autres familles, dans des familles athées, dans des familles catholiques, etc. Pourquoi ? Parce que ce sentiment d'appartenance, il est commun à l'homme. Et là, pour le coup, c'est une question extrêmement philosophique, mais pendant très longtemps, on s'est dit, c'est bon, l'histoire est finie, maintenant, le progrès, la science et la technique, nous sortirons de tout. Tout ce qui est du domaine de la spiritualité, de l'histoire, de l'appartenance, sera vaincu par la technique. Et ben, on en revient. On fera peut-être une émission exclusivement sur l'identité parce que c'est une vaste question. On va remercier nos invités Linda Kebab, Charlotte Dornella et Latif Hachet. 2 livres qu'on vous conseille, donc Linda Kebab, Gardienne de la paix et de la révolte, mais également le livre de Latif Hachet, Sois une femme, ma fille. Quant à nous, moi et Malik Etouf, un livre que je vais lire. Exactement, on se retrouve la semaine prochaine puisque l'émission touche à sa fin. Vous pourrez nous retrouver en podcast sur le site beurrefm.net. Vous retrouvez tout de suite Bilal Nedman
À la semaine prochaine. Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.